Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à la médiathèque du Vieux-Lille cet après-midi pour la rencontre autour du livre de M. Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens, la bataille de Jean-Luc Kennedy pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961. Alors aujourd'hui on a deux intervenants, M. Fabrice Riceputi qui est historien et Mme Dominique Manotti qui est romancière et ex-historienne aussi. Qui a... Dans mon jeune temps. Voilà, qui sont tous les deux des retraités heureux qui peuvent s'adonner un peu à la recherche historique et qui vont nous faire profiter un peu de leurs travaux. Alors, l'objectif de la rencontre, c'était à l'échelle de l'atelier d'histoire critique de pouvoir parler des 60 ans à la fois du massacre du 17 octobre 61, qui fait encore l'objet de déni de la part des autorités politiques de ce pays, et aussi pouvoir utiliser le temps de célébration des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie pour proposer des conférences autour de ce thème. Donc je précise aussi que notre prochaine rencontre au mois d'avril sera sur une thématique assez proche, puisque on recevra l'autrice de La race tue deux fois, qui nous parlera de cette vague d'assassinats racistes en France au début des années 70, qui est aussi une des trames du dernier roman de Dominique Manotti, Marseille 73, qui revient sur cette vague d'assassinats de jeunes maghrébins, à Marseille principalement. Pas que des jeunes. Hein. Pas que des jeunes. Donc une cinquantaine d'assassinats en quelques mois, du mois d'août au mois d'octobre 73, et on verra que cette histoire est liée à une forme de continuum colonial et de continuum raciste qui est hérité directement de l'histoire coloniale française. Voilà, donc je pense que ce sera un des prolongements de la discussion d'aujourd'hui. La discussion d'aujourd'hui, si vous voulez, elle a en filigrane une réflexion, c'est ce que le colonialisme fait aux colons, ce que le colonialisme fait à la métropole finalement, hein, cet effet retour que certains auteurs comme Césaire par exemple ont décrit, cet effet retour de la violence coloniale sur la puissance coloniale elle-même et sur sa société elle-même. Donc, alors, généralement, on a jusqu'à 17h. La bonne nouvelle, c'est que comme on est moins de 35, on peut retirer le masque. Je le dis pour ceux qui l'ont gardé. Vous pouvez le garder évidemment si vous voulez. Généralement, on découpe la discussion en deux temps. On discute pendant 40 minutes, une heure, on verra. Ça peut être plus court, plus long. Et puis après, on garde un temps équivalent pour les échanges avec le public. Voilà. Et puis, je précise que l'atelier d'histoire critique a ces conférences qui sont diffusées sur Pastel FM, qui sont rediffusées sur Pastel FM, et sur une radio en ligne qui s'appelle Micro Rebelle, qui est basée à Lens. Et qui rediffuse en ligne toutes nos conférences. Donc, si ça vous a plu, vous pourrez aussi faire diffuser le lien autour de vous. Voilà, donc on va commencer peut-être avec le travail de M. Riceputi sur comment un homme qui est un militant politique, qui n'est pas un historien, Jean-Luc Kennedy, se fait porteur de cette exigence de vérité sur un crime perpétré au cœur même de Paris, sur cet événement qui est le 17 octobre 61, donc peut-être revenir sur l'événement en tant que tel, et puis sur ses prolongements, comment il a été traité par à la fois peut-être les organisations politiques, les historiens, et comment Jean-Luc Kennedy se saisit de cette question, peut-être en rétablissant le jeu des temporalités aussi, entre l'événement lui-même et le temps que ça prend pour faire lumière sur cet événement. Et c'est une temporalité qui nous amène jusqu'à 2022 ou 2021, puisque le président Macron lui-même s'est exprimé en octobre 61, donc tu nous diras ce que tu en penses. Voilà, j'ai assez parlé. Alors merci aux organisateurs, merci à vous d'être là. Merci à Dominique, avec laquelle c'est la deuxième fois qu'on fait une rencontre à propos de mon livre, sauf que la première fois, je n'étais pas là. C'est elle qui l'a fait toute seule au rendez-vous de l'histoire de Blois. Il y avait du monde et c'était super, donc je vais essayer de faire aussi bien qu'elle, cette fois-ci en ma présence. Voilà. Alors, je vais justement partir de ce qui s'est produit le 16 octobre 2021 à Paris, donc à la veille du 60e anniversaire du 17 octobre 61. Les télévisions françaises ont été convoquées au pont de Bezons, en banlieue parisienne, pour filmer quelque chose qui a été annoncé comme une reconnaissance officielle tant attendue du 17 octobre 61 par la présidence de la République. Et on a assisté à une cérémonie, donc le président de la République, accompagné d'un certain nombre d'invités,
déposant une gerbe au bord de la Seine, sur un des lieux du crime. Hein. Il y a eu effectivement des Algériens assassinés au pont de Bezons en 1961, mais un président qui n'a jamais dit le moindre mot. Hein. Donc ça a été une cérémonie entièrement muette. Alors il se trouve que ce jour-là, moi j'avais été invité par une France Info, je crois, en plateau, en direct. On m'avait dit, est-ce que vous voulez venir commenter la cérémonie de Macron? J'ai dit, bon, ouais, c'est un peu spécial comme exercice, mais pourquoi pas? Donc j'étais censé commenter, mais il n'y avait rien à commenter. C'est donc on voyait le président, l'air grave, poser une gerbe au bord de la Seine. Mais la signification de cette cérémonie, elle n'était pas dite. Hein, c'était une cérémonie muette. C'est-à-dire que, c'était à mon avis extrêmement significatif, il était impossible au président de la République, qui est pourtant quelqu'un qui est particulièrement friand de longs discours, de poser le moindre mot. Et on nous a dit, ah mais les mots, ils viendront dans un écrit qui sera le communiqué de l'Élysée, qui va apparaître à l'issue de la cérémonie. Alors bon, moi j'ai répété 36 fois la même chose en regardant les images. La journaliste disait, mais envoyez-nous quelqu'un d'autre, on ne peut pas continuer, il n'y a rien à dire. Enfin bon, voilà, c'était rigolo. C'est un drôle d'exercice que je ne referai plus jamais. Et ensuite est tombé ce fameux communiqué. Mais une fois que toutes les télés étaient parties, personne n'en a entendu parler. Alors le communiqué, il est particulièrement intéressant et il nous permet de constater qu'en réalité, le déni de ce qu'a été cet événement, et ce qu'il nous dit de la France et de l'histoire de France, eh bien, ce déni est toujours là, alors même qu'on a mis en scène une vraie fausse reconnaissance du 17 octobre. Le communiqué, il brille par l'absence d'un certain nombre de mots, qui sont pourtant des mots clés à propos du 17 octobre. Le mot police n'est pas écrit. Le mot racisme n'est pas écrit. Le mot colonisation, colonie, enfin, etc., n'existe pas non plus. Il est question d'un très méchant personnage qui s'appelle Maurice Papon, mais sa fonction de préfet de police n'est même pas mentionnée. Alors moi je sais comment ce genre de communiqué est élaboré au sein de la cellule mémoire de l'Élysée. Il y a un historien dont on peut imaginer le nom qui écrit un récit de trucs qu'il faut dire absolument sur l'événement qui est commémoré. Et puis ensuite on passe le communiqué à la moulinette de tout ce qui ne peut pas être dit. Et en particulier là de tout ce qui ne peut pas être dit pour les syndicats de police, qui ont actuellement en France un poids absolument considérable, pour le ministère de l'Intérieur, pour l'extrême droite, pour la droite. Hein, et donc ça fait que ces mots dont j'ai parlé ne figurent pas. Et donc on a, en fait, la perpétuation, sous couvert, c'est particulièrement intéressant comme façon de faire, une vraie fausse reconnaissance. Alors, je vais peut-être maintenant revenir sur les événements dont il est question. Alors assez brièvement, j'imagine que vous avez tous un certain niveau d'information sur ce qu'a été le 17 octobre 61. Donc en octobre 61, la guerre qu'on appelle en France la guerre d'Algérie et en Algérie la guerre d'indépendance, elle touche à sa fin vraiment. Hein. La guerre a été très longue. Hein. Je vous rappelle qu'elle a déjà 7 ans à ce moment-là et que c'est plus long par exemple que la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Elle a fait déjà beaucoup de morts, des centaines de milliers de morts algériens. Et pour les immigrés algériens qui sont en France, comme pour les Algériens d'Algérie, eh ben, l'advention, l'arrivée de l'indépendance, elle est certaine à ce moment-là. Hein. Il y a des négociations qui sont en cours. Bon, elles sont suspendues au mois d'octobre, mais il est entendu que l'Algérie va être indépendante. Ça n'est plus qu'une question de date et de modalité. Hein, bon. À ce moment-là, se trouve au gouvernement, il faut le rappeler, le président de la République c'est Charles de Gaulle, le Premier ministre c'est Michel Debré, le ministre de l'Intérieur c'est Roger Frey, et à la préfecture de police de Paris c'est Maurice Papon. Alors, donc on est à un moment où le pouvoir gaulliste est menacé, très sérieusement menacé, d'éclatement sur la question algérienne. Il y a au sein du gouvernement de Gaulle, Michel Debré, qui est farouchement opposé à la négociation, alors à l'indépendance de l'Algérie d'une part, et en plus à la négociation avec le FLN, qui tente encore à ce moment-là d'ouvrir d'autres voies, et on essaie d'inventer une organisation algérienne avec laquelle on pourrait négocier plutôt qu'avec le FLN, etc. Tout ça va foirer lamentablement.
De Gaulle vient d'accepter d'abandonner le Sahara aux Algériens, qu'il avait essayé de conserver dans un premier temps, et Debré continue à tenter de saboter autant que possible le processus en cours. Bien. Et c'est important de comprendre ce contexte politique-là pour comprendre le rôle particulièrement important de Michel Debré et donner un sens politique à ce qui se passe, à cette répression extrêmement sanglante d'une manifestation, alors même que c'est pas, comment dire, que l'indépendance est déjà certaine. Bien. Alors, au début du mois d'octobre, le préfet de police de Paris a instauré un couvre-feu à destination des seuls Français musulmans d'Algérie, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des immigrés algériens en France. Évidemment, il n'a pas, contrairement à ce que dit le communiqué de l'Élysée dont je parlais tout à l'heure, qui là ment, enfin commet une erreur extrêmement grossière, il n'y a pas de texte légal, parce que c'est évidemment une mesure totalement anticonstitutionnelle et clairement discriminatoire. Donc, ça n'est qu'un conseil qui est donné par le préfet de police, mais un conseil que la police parisienne applique avec une très grande rigueur. Ça lui donne l'occasion d'être encore plus violent dans les contrôles, dans la répression des Algériens de la région parisienne. Donc il y a cette décision de couvre-feu, et la Fédération de France du FLN décide d'une protestation contre cette mesure de couvre-feu. Le sens politique de la manifestation des Algériens, c'est avant tout, c'est une manifestation antiraciste d'une certaine façon, qui proteste contre une mesure discriminatoire qui rend la vie impossible, la vie quotidienne, aller au travail, etc., de beaucoup d'Algériens en région parisienne. Et donc, les modalités de la protestation, c'est important de savoir, c'est pas du tout une manifestation classique, absolument pas. C'est pas un truc où on dit on partira de République pour finir à la nation. C'est un appel aux immigrés de la région parisienne à désobéir, à boycotter le couvre-feu en se montrant dans les rues à l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire aux alentours de 20h. Dans les quartiers où d'habitude on voit très peu d'immigrés algériens, dans ce qu'on appelle les beaux quartiers de Paris, au centre de Paris. Et donc il y a une consigne qui circule d'être absolument pacifique. Il y a des fouilles de manifestants au départ des bidonvilles. Alors j'ai oublié de préciser on y reviendra. En fait, je n'ai pas révisé, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette présentation. J'ai oublié de rappeler que la majorité des gens dont on parle là vivent dans des quartiers ultra ségrégés, qui sont des bidonvilles. Le plus grand et le plus connu étant celui le bidonville de la Folie à Nanterre. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi des hommes seuls en général qui vivent dans des hôtels meublés au centre de Paris, dans des quartiers que la police appelle les Médinas. C'est dire si on est dans des situations de ghetto. Bon. Alors, circule donc de la part d'une fédération de France du FLN, donc qui contrôle très étroitement et très bien la population algérienne à ce moment-là. Sa rivalité avec le MNA, le parti de Messali Hadj, dans la région parisienne, elle est finie. Ça s'est fini de façon très sanglante d'ailleurs, mais enfin, elle est terminée. Donc il a un vrai contrôle et il donne la consigne de sortir, de se montrer sans armes, surtout, sans provocation. Il y a une phrase célèbre qui a été dite, c'est « même pas un canif, même pas une épingle à cheveux ». Voilà. Et d'aller se montrer dans les rues de Paris, de désobéir au couvre-feu. Bon. Et donc ça va... Cette disposition des gens qui vont se sortir un peu partout, tenter de rentrer dans Paris par un certain nombre de portes ou sortir du métro à l'intérieur de certains quartiers, fait que la répression, comme la manifestation, va être complètement éclatée dans différents lieux, et ne va pas être centrée à un endroit particulier. Donc, pour comprendre ce qui se passe ce jour-là, il faut se rappeler de qui est Maurice Papon. Maurice Papon, c'est un... Alors on sait donc qu'il a été rattrapé plus tard par son passé vichiste et sa collaboration à la réalisation de la Shoah à la préfecture de Bordeaux, mais depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a fait toute sa carrière
dans la pacification coloniale. Il a commencé au Maroc, dans les années 50, où il a expérimenté les rafles, la torture, les exécutions sommaires. Et ensuite, il a été préfet IGAM, c'est-à-dire un préfet doté de tous les pouvoirs, dans une immense région de l'Algérie qui est la région de Constantine, on appelait ça la Paponie, où il dirigeait la police et l'armée. C'était vraiment lui qui dirigeait la répression. Donc ça, pendant la guerre d'Algérie. Et on est allé chercher Maurice Papon à Constantine pour l'installer à Paris en mars 1958, c'est-à-dire quelques semaines avant le retour au pouvoir de Gaulle, avant le putsch d'Alger de mai 58. Et aussi, on est allé le chercher, c'est précisément pour utiliser son savoir-faire de pacificateur colonial en métropole, pour s'occuper de la Fédération de France du FLN, qui était une fédération extrêmement importante dans la résistance algérienne, puisque c'était elle notamment qui collectait le plus de cotisations, d'argent, pour la lutte armée. Alors, Maurice Papon, c'est un théoricien et un praticien de ce que les militaires appellent la doctrine de la guerre révolutionnaire, cette chose qu'ils ont appris à formuler en Indochine déjà, où il s'agit donc d'utiliser des méthodes non conventionnelles de guerre contre une organisation clandestine qui est comme un poisson dans l'eau dans une population civile, et qui implique qu'on utilise, alors à la fois des formes de propagande, de conditionnement psychologique, et aussi la recherche du renseignement systématique par des arrestations à très grande échelle et par la torture. Alors ça, Papon, il a appris à le faire, il l'a fait très efficacement à Constantine, et c'est parce qu'il sait faire ça qu'on l'installe à Paris. J'insiste lourdement, parce que dès avant le mois d'octobre 61, dès 58, Papon fait venir, par exemple, des auxiliaires de police d'Algérie, des harkis, comme on dit, des harkis de la police, qui vont pouvoir faire le sale boulot que les militaires français pouvaient faire en Algérie, mais qui est beaucoup plus difficile à faire par des fonctionnaires de police en France. Parce qu'évidemment, il y a en France beaucoup plus de contrôle, de contre-pouvoir, d'instances de régulation qu'il y en a dans l'Algérie, qui est livrée aux militaires qui font absolument ce qu'ils veulent. Maurice Papon, dans ses mémoires, il dit « Ce que le général Massu a fait à Alger avec les parachutistes, moi je l'ai fait avec la police en région parisienne. » Il appelle ça la bataille de Paris, en référence avec ce que les militaires français ont appelé la bataille d'Alger, c'est-à-dire une répression visant toute la population musulmane, comme on disait, entre guillemets, d'Alger. Eh bien, il est là pour faire la même chose à Paris, il est là pour anéantir le FLN en France, enfin en région parisienne, où sont concentrés la majorité des immigrés algériens. Alors je l'ai dit, il a bien sûr, il ne cesse de se plaindre d'ailleurs des contraintes légales qui pèsent sur l'action de la police, et au sein de la police, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour qu'on libère la police des contraintes légales insupportables qui font qu'on n'a pas le droit d'enfermer trop longtemps quelqu'un au secret, que évidemment l'interrogatoire brutal est interdit, etc. Bon. Alors je suis parti pour être beaucoup trop long, donc je vais essayer de revenir sur les choses. Voilà, donc tout ça est déjà en place. En 1958, il y a déjà eu, par exemple, des rafles géantes dont on a peu parlé à l'époque, et ça n'a pas dérangé Maurice Papon de concentrer les gens qu'il a raflés, 5000 en août 58, me semble-t-il, au Veldiv. On enferme les gens au Veldiv. Il y a des rumeurs qui parlent de torture et de disparition. À ce moment-là, ça ne provoque pas grand émoi. Il faut se rendre compte aussi que depuis longtemps, la vie de ces immigrés algériens en France, elle ne compte pas. Il y a eu, avant même le début de la guerre d'indépendance, le 14 juillet 1953, une manifestation de toute la gauche française qui arrive place de la Nation, comme tous les 14 juillet à cette époque-là. En queue de cortège, il y a les manifestants algériens du PPA de Messalihaj, qui sont extrêmement disciplinés, parfaitement pacifiques, très dignes. Il y a, à l'arrivée devant la tribune où il y a toute la gauche communiste politique et syndicale, il y a un incident qui éclate avec des policiers. Les policiers tirent
à balles réelles pendant plusieurs minutes et tue 7 personnes, dont 6 Algériens et un militant français de la CGT. Il y a des centaines de blessés, parfois très graves par balle, et il ne se produit rien. Mon ami Daniel Kupferstein, qui a écrit un livre et un film sur ce 14 juillet 1953, qui s'appelle Les balles du 14 juillet, a retrouvé 2 de ces anciens flics qui ont tiré ce jour-là à Place de la Nation. Ils sont grabataires, hein, mais ils rigolent bien en disant « Ah, on les tirait comme dans les westerns, les Arabes !» Et il dit « Mais quand on est rentré au commissariat, on a donné nos cartouchières entamées, au vide, on nous en a donné de nouvelles en remplacement, et en cas d'inspection, on pouvait dire qu'on n'avait pas tiré. » Et donc, il y en a un des deux qui dit c'est ce jour-là qu'on a appris qu'on pouvait aller les acheter chez Castine Renette, les remettre dans la cartouchière et rendre la cartouchière pleine. Voilà. Et donc, ce qui est en place déjà, c'est à la fois c'est aussi un système d'impunité des violences policières racistes qui fonctionne déjà parfaitement depuis longtemps. Hein. Donc voilà, et tout ça est nécessaire, il est nécessaire de connaître tout ça pour comprendre le 17 octobre. Alors j'en viens au 17 octobre. Donc rapidement, des foules de familles algériennes endimanchées, avec le souci d'être dignes, avec aussi la joie anticipée de ce moment qui est tellement important, qui est attendu par la grande majorité des Algériens depuis très longtemps et pour lesquels ils ont souffert énormément. De célébrer cette indépendance qui arrive. Donc on crie « à bas le couvre-feu raciste », on crie Algérie algérienne, etc. Et on arrive donc à un certain nombre de points d'entrée de Paris. Alors ceux qui arrivent des bidonvilles du côté de Nanterre, ils arrivent notamment au pont de Clichy. D'autres sortent par les bouches de métro. Alors en fait, les flics ont commencé à embarquer tout ce qui ressemblait à un Algérien dans la journée même, bien avant l'heure du couvre-feu. Ce qui fait qu'on a arrêté, entre parenthèses, des Mexicains, des Italiens, des Marocains, etc. Bon. Puisque c'est une répression entièrement au faciès. Et puis, au moment où les gens sortent nombreux dans la rue, un peu partout dans Paris se produisent donc des violences létales qui sont accomplies avec des armes à feu. Il y a des coups de mitraillette qui sont tirés, des coups de revolver. Et les policiers utilisent beaucoup à cette époque-là un long bâton de bois qu'on appelle le bidule, qui est un bâton d'un peu plus d'1 mètre en bois exotique très dur, qui fend les crânes, qui brise les avant-bras. Et beaucoup de blessés, pour s'être protégés comme ça, auront les avant-bras brisés, et certains sont tués à coups de bidule. Et un peu partout, au bord des canaux et au bord de la Seine, on voit, alors dans une bande-son d'insultes racistes très fréquentes et qui sont rapportées couramment par les témoins, des Algériens qui sont jetés dans les cours d'eau, soit déjà morts, soit assommés, soit encore vivants, dont certains ont réchappé et ont pu ensuite témoigner. Bon. Donc tout ça se déroule tard dans la nuit, devant le cinéma Rex à Paris. Le photographe Georges Hazenstark photographie un monceau de cadavres près du siège de l'Humanité. On expérimente la technique de la nasse policière, vous savez, qui est revenue au goût du jour lors des manifestations contre la loi travail sous Cazeneuve, puis les actuels titulaires du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on enferme les gens, et ils peuvent pas s'en aller, et on les violente, on les matraque, etc. Donc il y a, on va compter un certain nombre de morts, je reviendrai éventuellement sur la question du bilan, mais ce qui se produit ce jour-là, surtout, c'est probablement la plus grande rafle de l'histoire depuis les rafles de la Deuxième Guerre mondiale, puisque la préfecture de police elle-même dit avoir arrêté, entre guillemets, près de 12 000 personnes dans les rues ce jour-là. 12 000, alors qu'elle dit qu'il y a eu 20 à 30 000 manifestants. Ça vous donne une... Alors les chiffres, évidemment, ils sont à prendre avec des pincettes, mais enfin, le chiffre de 12 000, il paraît tout à fait vraisemblable. Donc il a fallu improviser des lieux de détention. Pour ça, donc, on a réquisitionné le Palais des Sports, le Palais des Expositions, la Porte de Versailles, des stades,
Bon, les commissariats sont pleins à craquer, etc. Hein. Et dans ces lieux de détention improvisés se produisent encore des meurtres. Il y a des témoignages, hein, pas seulement d'Algériens, hein, de policiers, de personnel soignants, qui racontent qu'au Palais des Sports, on tue, qu'au Palais des Sports, derrière un rideau, on entend des hurlements, que derrière ce rideau sortent des gens sur des brancards, pendant que des haut-parleurs, et là on est dans les méthodes de la DGR, des haut-parleurs hurlent des messages disant Algériens, ne suivez pas le FLN, etc. Hein. Vous imaginez l'ambiance d'apocalypse qui règne dans un lieu comme ça. On sait que restent dans leurs excréments et dans leur sang, sans soin, des centaines de blessés pendant plusieurs jours. Heureusement, ils sont évacués parce qu'il va y avoir un concert de Ray Charles juste à côté et qu'on ne doit pas les voir ni les entendre. Bon, bref. Donc, une explosion de violence policière authentiquement raciste, hein, qui s'exerce sur des gens qui, depuis longtemps, sont déshumanisés par la propagande, par le racisme colonial. Hein, voilà, avec des réactions des Parisiens qui sont très rarement des réactions de solidarité, il y en a, elles existent, mais qui sont le plus souvent une indifférence, parce que ce qui se passe là, c'est à peine plus que ce qu'on voit d'habitude presque tous les jours. Hein. Les Parisiens ont l'habitude de voir des centaines d'Algériens les mains en l'air, collés au mur par des flics qui les embarquent brutalement dans des camions. C'est la routine à cette époque. Hein. Bon, voilà. Alors, dans la nuit même du 17 au 18, alors que rien n'est défini, hein, la préfecture de police sort un communiqué disant bon, il y a eu une opération de maintien de l'ordre un peu plus compliquée que d'habitude, avec seulement 2 morts algériens et un 3e mort européen. Voilà, c'est le bilan officiel, définitif, jusqu'à aujourd'hui, de l'État français. Alors, Papon reconnaît 2 morts parce qu'ils ont été annoncés par l'AFP à 10h du soir, après des coups de feu au pont de Neuilly, sinon il aurait probablement dit qu'il n'y en avait pas eu du tout. Hein. Bon. L'Européen en question, il est dans le communiqué mort d'une crise cardiaque, alors qu'en réalité, il a eu le crâne éclaté en sortant du cinéma Rex. Et pendant les jours qui suivent, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur maintiennent mordicus cette version, à laquelle, dès ce moment-là, personne ne croit, hein, mais ils arrivent à la maintenir. Il y a des tentatives de création de commissions d'enquête parlementaire, une interpellation au Conseil de Paris qui ne donne rien, qui sont déjouées très facilement. La presse, qui, dans un premier temps, la presse à grand tirage relaye la propagande disant qu'il y a eu des manifestations violentes de Nord-Africains à Paris, etc. Bon, elle se met très rapidement à poser des questions. Même le Figaro met en doute la version officielle quelques jours après. Mais personne n'arrive à contester sérieusement, enfin, à obliger le pouvoir à reconnaître quoi que ce soit. Il n'y a pas de suite judiciaire, hein, aucune, d'accord. Donc l'impunité, elle était garantie par Papon à ses hommes, et bien ils vont en bénéficier. Il n'y aura jamais la moindre sanction, ni encore moins la moindre condamnation. Et puis très rapidement, on passe à autre chose. J'ai oublié de dire qu'il y a une manifestation digne de ce nom qui est organisée le 1er novembre par le PSU, qui est un tout petit parti de gens qui ont quitté le Parti socialiste, la SFIO, en raison de sa compromission avec les crimes coloniaux. C'est une manifestation. Alors il faut savoir qu'à cette époque, il est très compliqué de manifester. Hein. On est immédiatement dispersé par la police depuis des années, quelle que soit la raison. Et donc, le PSU réussit à faire manifester quelques milliers de gens autour de la place Clichy, mais ils sont très vite dispersés aussi, et c'est tout. Hein. Et puis, on passe à autre chose. Et autre chose, c'est ce qui se produit le 8 février 1962 au métro Charonne, dont on vient de commémorer le 60e anniversaire. C'est une manifestation organisée par le mouvement communiste contre le danger fasciste que représente l'OAS à ce moment-là, à ses yeux, et au cours duquel la police du même Papon, la même police, hein, tue finalement 9 personnes, toutes françaises, toutes communistes, membres de la CGT en général, et
les obsèques de ces morts-là vont être une des plus grandes manifestations populaires de l'histoire de France. Il y a plusieurs centaines de milliers de manifestants qui conduisent les morts de Charonne au Père-Lachaise. Et ça, c'est un acte mémoriel, commémoratif extrêmement fort, qui va être répété tous les ans dans le mouvement, par la gauche française, pendant longtemps. Alors plus tellement aujourd'hui, parce que le mouvement communiste a perdu de sa puissance en France, et que le 17 octobre, on en parlera, a supplanté en réalité maintenant dans la mémoire collective, la mémoire de Charonne. Mais pendant longtemps, quand on parle des violences de la police pendant la guerre d'Algérie en France, on parle de Charonne et pas du 17 octobre. Et le jour des obsèques, à la tribune des obsèques de Charonne, il y a un militant qui fait une allusion aux Algériens du 17 octobre. C'est le militant de la CFTC parisienne. Les autres n'en parlent pas. Hein, voilà. Alors, je vous rappelle que le 17 octobre, la gauche française, elle n'est pas là. Alors, on pourrait en discuter pour savoir pourquoi. Elle n'était pas là. Elle n'était pas aux côtés des Algériens. Il y a quelques militants anticolonialistes qui avaient été recrutés par le FLN pour observer la manifestation, mais c'est tout. Hein, et donc, on a une séquence comme ça où une violence, une séquence de répression fait très vite, très facilement oublier l'autre. Et ensuite, pendant un long moment, l'histoire du 17 octobre, elle n'existe pas en réalité. C'est un événement qui a, pendant les années 70-80, le statut de rumeur mémorielle, pas forcément vérifiée. Alors, un des premiers à parler de 17 octobre dans un roman, c'est Didier Deninx. Donc, l'année exacte de la publication de son roman Meurtre pour mémoire, je ne le connais plus. Il met en scène, comment ? C'est 83, hein ? Ouais, merci. C'est vous qui avez raison. Ouais. Je croyais que c'était 85. Quand il sort ça, il est interpellé de toutes parts en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? De quoi tu nous parles là ? La police parisienne aurait pu massacrer des Algériens comme ça en plein Paris et on ne le saurait pas. » Et il est obligé de présenter Alors lui, il a travaillé beaucoup avec des témoignages de policiers, hein, puisqu'il y avait à l'époque des policiers de gauche, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, voilà. Bon. Et alors, pendant longtemps, on trouve tout et n'importe quoi. On confond le 17 octobre et Charonne, on se trompe de date, hein, y compris dans les bouquins de chronologie d'histoire sérieuse. Voilà. Donc c'est un événement qui n'a pas d'histoire parce qu'il n'a pas eu d'historien. Alors la mémoire, bien sûr, du 17 octobre, elle s'est maintenue, mais de façon quasi clandestine dans les familles immigrées, hein, où les pères se sont rarement étendus, ont rarement raconté à leurs enfants qui allaient vivre dans ce pays ce qu'on leur avait fait. Hein. Elle s'est maintenue aussi chez un certain nombre de militants anticolonialistes qui sont passés ensuite avant et après 68 dans des organisations d'extrême gauche, mais là encore c'est tout à fait marginal. Et donc il faut attendre, alors c'est un peu expéditif ce que je dis, donc le travail que fait un ancien militant d'extrême gauche qui s'appelle donc Jean-Luc Enaudi, qui était pas historien de métier du tout, puisqu'il était éducateur à la PJJ, qui est vraiment un produit de mai 68, hein, qui lui a été sensibilisé à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie par les vieux cadres de son organisation d'extrême gauche, qui était le PCMLF, bon, et qui, dans les années 80, est comme beaucoup écœuré de voir donc Maurice Papon parader au gouvernement, puisqu'il a été ministre du budget de Giscard d'Estaing, Maurice Papon, hein, de voir Roger Frey présider le Conseil constitutionnel, hein, ces gens qui ont beaucoup de sang sur les mains et dont personne ne se rappelle du passé. Bon, voilà. Et donc Enaudi, alors son premier travail, c'est pas sur le 17 octobre, mais ça mérite quand même qu'on en parle, parce que c'est quelque chose qui est revenu aussi récemment à la mémoire collective, c'est l'histoire de Fernand Yveton. Jean-Luc Enaudi, son premier travail, c'est d'écrire la seule histoire qui existe encore aujourd'hui de l'affaire Yveton. Alors Fernand Yveton, c'est ce militant ouvrier communiste algérien qui a été arrêté parce qu'il avait posé une bombe dans son usine à gaz pour la saboter, pas pour tuer quelqu'un,
une bombe qui n'a jamais explosé parce qu'elle a été découverte avant, et qui a été condamnée à mort et exécutée en février 1957, avec l'aval du ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait François Mitterrand, hein, comme beaucoup d'autres Algériens ont été exécutés. Hein, voilà. Et Fernand Yveton, donc le livre de Jean-Luc Einaudi s'appelle « Pour l'exemple ». C'est le grand historien Pierre Vidal-Naquet qui lui donne une préface, hein, à ce type qui n'est absolument pas un historien reconnu, hein, et qui loue la rigueur, la probité intellectuelle d'Einaudi, l'enquête qu'il a faite. Voilà. Alors, de Fernand Yveton, on a entendu parler récemment parce que Joseph Andras a écrit un très beau récit qui s'appelle « De nos frères blessés » et sort là dans quelques jours un film qui est une adaptation, mais très fouillée, paraît-il, avec, moi je ne l'ai pas vu, mais des amis l'ont vu, le trouvent excellent, sous le même titre, « De nos frères blessés », un film dont j'ai oublié le nom du réalisateur, qui paraît-il est tout à fait excellent. Il va sortir dans le courant du mois de mars. Voilà. Bon. Et donc Jean-Luc Einaudi s'attaque ensuite donc, au 17 octobre. Alors, en fait, ce qui lui met le pied à l'étrier, c'est des archives du FLN, de la Fédération de France du FLN, qu'on lui permet de consulter. Ce sont des témoignages internes. La Fédération de France du FLN, après le 17 octobre, a collecté auprès de ses militants des témoignages, et aussi une évaluation des morts et des disparus, etc. Donc ce sont des documents qui ne sont pas destinés à la propagande, qui ne sont pas destinés à être publiés, c'est interne, hein, et c'est donc ce qui met Einaudi sur les premières pistes. Avec ça, il part en Algérie sur ses congés, hein, d'éducateur à la PJJ, je ne sais plus si je l'ai dit, il est éducateur à la PJJ, à ses propres frais, hein, et il va rencontrer des témoins, des victimes, des proches, etc. Et puis, il cherche donc des témoins policiers, qui sont très nombreux, dont le témoignage évidemment pèse particulièrement lourd, hein, quand c'est des policiers qui racontent les crimes commis par leurs collègues, ça a une autre portée que quand c'est un partisan du FLN ou un communiste qui le fait. Donc il collecte en tout, dans son livre qui va s'appeler donc La bataille de Paris, il reprend l'expression de Maurice Papon. C'est la première histoire qui est documentée sur plus d'une centaine, 120 témoignages, je crois, je ne me rappelle plus exactement, qui reconstitue heure par heure la journée du 17 octobre, mais en la contextualisant de façon extrêmement précise, comme j'ai essayé de le faire un petit peu de façon un peu brouillonne avec vous, et qui tente un bilan. Et le bilan, pour Jean-Luc Einaudi, alors à ce moment-là de son enquête, c'est que le bilan de Papon est évidemment un mensonge grossier, hein, et qu'il estime, lui, que le bilan pourrait aller jusqu'à 300 morts algériens le 17 octobre et dans les jours qui ont précédé et qui ont suivi. Parce que je suis allé vite, en réalité, des violences létales, il y en a eu bien avant et il y en a eu encore après. Bon, voilà. Alors ce livre est un événement à l'époque, hein. Le quotidien Libération fait par exemple 8 pages, un numéro spécial sur la sortie de ce livre. Bon. Voilà. Donc il existe maintenant une histoire du 17 octobre. Alors Jean-Luc Einaudi est immédiatement attaqué par des historiens qui ont pignon sur rue et qui sont des amis de la police, comme Jean-Paul Brunet, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui lui a ses entrées, grâce à Maurice Papon, dans les archives de la préfecture de police, alors que ces archives sont interdites. J'ai oublié de dire que Jean-Luc Einaudi, il ne peut pas accéder aux archives importantes sur cette question. Les archives de la préfecture de police, les archives judiciaires, lui sont fermées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi depuis 1979, qui a donc, d'ailleurs, dont les décrets d'application ont été signés par le ministre Maurice Papon, qui rend incommunicable, sauf dérogation, pendant très longtemps, ces archives-là. Hein, c'est clairement un verrou qu'on a mis pour maintenir le silence sur ces événements. Alors il y a des gens qui obtiennent les dérogations à condition d'avoir montré patte blanche. L'historien Jean-Paul Brunet, j'en parle parce que le Figaro l'a ressorti de la naphtaline le 17 octobre dernier, donc il faut lui régler son compte. Alors lui, il est l'historien du 17 octobre, il a fait une histoire du 17 octobre avec comme principe de ne tenir compte d'aucun témoignage, seulement des archives de la police. Donc évidemment, quand il s'agit de faire l'histoire d'un crime policier, ça donne des résultats assez pathétiques. Donc lui, voilà. Alors, existe maintenant donc une histoire de... ça c'est fait. Il existe maintenant une histoire du 17 octobre,
Mais elle n'est connue, évidemment, que dans le cercle de ceux qui lisent ce genre de choses. Bon. Il y a une affaire qui va donner un retentissement particulier au 17 octobre 61 en France, c'est l'affaire Maurice Papon. En 1997, Maurice Papon, on découvre que cet ancien ministre du Budget, ancien préfet de police de Paris, a collaboré avec le génocide des Juifs de France. Hein, je ne reviens pas sur les détails. Son procès s'ouvre à Bordeaux en octobre 1997. Et bizarrement, étrangement, avant de parler de Vichy, on parle du 17 octobre 1961. Pourquoi ? Parce qu'une des parties civiles juives du procès, qui s'appelle Michel Slitansky, et le MRAP, chacun de leur côté, ont l'idée d'aller demander à Jean-Luc Einaudi de venir témoigner dans le cadre de l'examen de ce qu'on appelle le curriculum vitae de l'accusé. En cour d'assises, on étudie toute l'histoire de la personne qui est jugée, de venir témoigner. Alors, on lui demande de venir témoigner sur le 17 octobre. Pas tellement sur ce que Papon a fait à Constantine, pas sur Charonne, mais sur le 17 octobre. Parce qu'on l'a entendu, Einaudi, hein, il faisait le tour de France, il a fait des conférences, et on le trouve extrêmement convaincant. Et donc, ce jour-là, le 16 octobre 1997, en plus c'est un 16 octobre par hasard, Einaudi, qui n'a jamais témoigné que devant des juges pour enfants, se retrouve avec l'écrasante responsabilité d'aller montrer la continuité criminelle et mensongère dans la carrière de Maurice Papon, du régime de Vichy jusqu'à la guerre d'Algérie. Et il le fait de façon magistrale, dans une déposition qui dure 2 heures. J'avais mis en ligne sur Mediapart un extrait de cette déposition, malheureusement pour des raisons de droit, ça a disparu, j'espère bien arriver à résoudre le problème. Bon, c'est très impressionnant, hein. On voit Einaudi, un grand costaud comme ça, mais avec un débit très lent et un regard très doux, accroché à la barre, et dérouler sa démonstration de façon implacable à quelques mètres de Maurice Papon, hein, qui est dans une cage et qui s'impatiente, qui à la fin dit qu'il n'a jamais entendu des choses pareilles et qui dit qu'il est très fatigué. Bon. Voilà. Et donc là, ça fait vraiment péter l'événement dans l'opinion publique. Tous les journaux de l'époque, télévisés, radio, et pas seulement en France, ouvrent sur ce massacre oublié du 17 octobre 1961, et ça fait considérablement avancer la cause de ceux qui, alors, à côté de Jean-Luc Einaudi, dans des associations comme Au nom de la mémoire, par exemple, qui existe toujours, qui est animé par Mehdi Lalaoui et Samia Messaoudi, milite déjà maintenant pour une reconnaissance officielle d'un crime d'État. Hein. Alors je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai quand même un peu consommé mon temps. Voilà, la boucle est bouclée, hein, la reconnaissance officielle d'un crime d'État policier raciste. Je vous ai dit en commençant qu'elle est toujours à réclamer parce que la vraie fausse reconnaissance du président Macron l'année dernière ne peut pas nous satisfaire. Voilà. Alors, moi, j'embraye. Ouais. Bon, moi, je suis plus âgée que ces gens-là, que vous deux. Moi, j'ai connu la fin de la guerre d'Algérie en tant que militante. J'ai connu Papon, j'ai connu Brunet, j'ai connu tous ces gens-là. Ça me fait vraiment drôle quand on en parle. Bon. Alors, ce à quoi je m'intéresse, à travers mon roman et à travers aussi le prochain que je vais faire, ce à quoi je m'intéresse très particulièrement, j'ai une formation d'historienne, j'ai été historienne, je ne le suis plus, je suis romancière. Et le travail d'une romancière est quand même différent de celui d'un ou d'une historienne. Si vous voulez, j'essaye toujours de travailler très précisément le contexte de l'histoire que je raconte. Et pour le faire, je m'appuie sur le travail des historiens, mais je fais un travail de seconde main, ce qu'on appelle en histoire de seconde main, c'est-à-dire je travaille sur des documents existants qui ont été travaillés par d'autres historiens. Bon. Je ne fais pas un travail de première main, je ne travaille jamais dans les archives, je n'ai pas le temps, je veux dire, je fais un roman tous les 2 ans, ce qui n'est déjà pas énorme,
mais dès qu'on entre dans les archives, c'est un travail beaucoup plus lourd et qui prend beaucoup plus de temps. Mais j'essaye, si vous voulez, dans mes romans, ma règle de conduite jusqu'à maintenant, c'est que les faits sont réels et que les personnages sont imaginaires. C'est-à-dire mon travail de romancière, c'est sur les personnages. Je n'utilise jusqu'à maintenant, ça va peut-être changer dans le prochain, mais jusqu'à maintenant, je n'utilise pas de personnages réels. Mais les faits le sont. Dans Marseille 73, je fais un roman à partir des ratonnades de Marseille et tous les faits que je rapporte sont réels. Mais les personnages sont inventés, romancés. Voilà, ça c'est pour préciser un peu ma place, si vous voulez, par rapport à l'histoire. Et j'ai énormément, j'aime beaucoup le travail, le livre de Rizepouti, parce que, si vous voulez, ce livre est strictement, ce n'est pas du tout un roman, mais il arrive à le faire et à l'écrire avec une structure et un ton romanesque, c'est-à-dire qu'on le lit vraiment comme un polar. Ça, c'est assez formidable parce que souvent, les travaux d'historiens sont un peu indigestes. Un peu. Et il y a aussi comment il s'appelle? C'est Shlomo, je ne sais plus quoi. Shlomo Sand. Hein? Shlomo Sand. Oui, Shlomo Sand. Shlomo Sand, qui est un grand historien israélien, un jour, il a été extrêmement malade et il a passé un long temps à l'hôpital. Et à l'hôpital, il ne pouvait plus consulter ses archives, travailler, etc. Donc, il a écrit un roman noir qui s'appelle Le Khazar rouge. Et il a écrit en disant « Quelle merveille! J'ai écrit un livre d'histoire sans note en bas de page. » C'est un roman, c'est un roman moyen d'ailleurs, passionnant parce que l'histoire qu'il raconte est passionnante, et le roman est un peu moyen. Bon, enfin bref. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle je m'accroche sur ce sujet, c'est parce que, c'est ce que disait Fabrice tout à fait au début, c'est la question de la façon dont la société colonisatrice est transformée par la guerre d'expansion coloniale. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement les colonisés, ceux qui subissent la guerre, qui changent profondément, c'est les colonisateurs qui changent profondément. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai envie de raconter et de mettre en lumière. Donc, si vous voulez, je vais partir d'abord de la fin du 19e, c'est-à-dire le moment où la Troisième République entre dans la colonisation à mort, extrême. Je veux dire, c'est le moment des grandes conquêtes coloniales. Ça a commencé un peu avant pour l'Algérie, mais c'est systématisé dans le dernier tiers du 19e siècle. Hein? Faidherbe aussi. Oui, Faidherbe, etc. Bon. Et ce qui est absolument passionnant, si vous voulez, c'est que on vous renvoie continuellement, vous et moi, on nous renvoie continuellement à la grandeur républicaine. Bon, la grandeur républicaine, il y a une grandeur républicaine, incontestablement, et il y a fait partie intégrante de la grandeur républicaine un discours profondément raciste et explicitement raciste. Il y a des races inférieures à qui il convient d'apporter la civilisation. Et c'est la justification idéologique de la colonisation. Donc, premier point qui est très important, le processus de colonisation doit être justifié idéologiquement. Si on va conquérir un certain nombre de pays à l'époque, ce n'est pas du tout pour leur apporter la civilisation. D'ailleurs, on n'a pas essayé. L'école, c'est un leurre. Toute une série d'autres choses ne sont pas faites. C'est des leurres. On le raconte, on ne le fait pas. Mais on a besoin d'un justificatif. La République ne peut pas dire « je colonise pour saisir les terres et les matières premières et les richesses, etc. » C'est pas possible. C'est un discours qui ne passe pas dans le pays des droits de l'homme. Donc, elle exporte sa culture dans des peuples qui n'en ont pas. Et c'est cette négation, si vous voulez, des cultures
des pays colonisés et de l'infériorité des pays colonisés est vraiment fondateur de la République, de la Troisième République. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est profondément masqué. Bon. Alors, le discours va changer à partir de la moitié, enfin même avant, du premier tiers du XXe siècle, parce qu'apparaissent les revendications indépendantistes. Et souvent, les revendications indépendantistes intègrent des références aux droits de l'homme de 1789. Souvent. Je travaille en ce moment sur le Maroc, c'est extrêmement impressionnant. Les indépendantistes marocains des années 1930-1940 se réfèrent constamment au texte de la Révolution française. Et il faut trouver quelque chose d'autre, du coup, pour justifier le fait que l'on refuse et que l'on s'oppose à l'indépendance. Et le grand virage là-dessus, le très grand virage, c'est la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, c'est un virage formidable, enfin absolument formidable, de plusieurs points de vue. D'abord, c'est un virage formidable parce que elle va changer complètement la conception de la guerre en France et de la guerre coloniale en France. La guerre d'Indochine est une guerre mixte en quelque sorte. Il y a toute une partie de guerre classique et il y a une partie de guerre révolutionnaire, bon, c'est-à-dire de guerre de maquisards. Bon. Et il y a une chose inouïe, formidable, c'est Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, mai 54, l'armée française est détruite par une bande de petits jaunes qui arrivent en bicyclette, ou à peu près. Bon, ça a été un peu romancé aussi, mais c'est très joli quand c'est romancé. Et là, ce qui m'a passionné, moi, sur cette histoire de Dien Bien Phu, c'est que c'est le point précis où on comprend que la cause fondamentale de la défaite française en Indochine, c'est son racisme. J'ai appris, en essayant d'en lire toute une série de choses, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est Dien Bien Phu ? Dien Bien Phu, c'est une immense cuvette. C'est une immense cuvette au carrefour des deux routes les plus importantes, celle qui va à Hanoï et celle qui va en Chine. Et c'est une cuvette. Tout autour, c'est des sommets. Pas très très haut, mais c'est des sommets qui entourent la cuvette. Bon, il y a un principe de guerre absolument classique qui remonte aux Chinois, qui dit « qui tient le haut, tient le bas ». Il ne faut pas se mettre en bas. En bas, vous ne contrôlez pas le haut. En haut, vous contrôlez le bas. C'est un principe de guerre absolument, je veux dire, ça remonte au 5e siècle chinois. Bien. Qui tient le haut, tient le bas. Nos militaires français se mettent dans une cuvette. Bon, ça, c'est de la bêtise pure et simple. Ce n'est pas encore du racisme. Par contre, les services de renseignement français leur signalent le début de la concentration des des Vietnamiens tout autour. Ils signalent des développements de troupes sur toute la périphérie qui arrivent à travers la forêt et qui semblent transporter des masses de choses sur des pousse-pousse, sur des n'importe quoi, des vélos, sur des carrioles aussi, n'importe quoi, de partout. Et la réponse de nos généraux, c'est non, ils ne sauront jamais. Ils ne sauront pas, ils sont incapables. Donc on ne bouge pas. Voilà. C'est comme ça qu'a eu lieu Dien Bien Phu. C'est parce que les jaunes ne sont pas capables. Et que nous, on est meilleurs. Je trouve ça moral. Dans le dernier livre d'Éric Vuillard, il y a un développement là-dessus. Je ne sais plus comment c'est le titre. C'est un roman. Donc, si vous voulez, il va falloir réviser notre racisme, lui donner d'autres... Après la Dien Bien Phu, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. On ne peut plus
je veux dire, bon, on a déjà été assez secoué par la défaite vis-à-vis de l'Allemagne, mais la défaite vis-à-vis de l'Allemagne, on a l'habitude en France. On en a eu un certain nombre. Bon, on se remet. Dien Bien Phu, on ne s'est pas remis. On ne s'est pas remis. Ça touche beaucoup plus profond. Ça touche beaucoup plus profond. Bon, donc, mai 54, n'oubliez pas, c'est un vrai virage. Donc, alors, nos militaires sont très profondément racistes, mais pas complètement idiots. Donc ça, la jeune génération des colonels et des capitaines se dit qu'il va falloir réviser la stratégie et essayer de mieux comprendre et de mieux agir. Et là, il y a tout un mouvement qui va avoir une postérité terrible de Français qui se mettent au travail, de militaires français qui se mettent au travail pour réviser la stratégie militaire. Lacheroy, le colonel Lacheroy, la guerre révolutionnaire. Alors, je ne me souviens plus si c'est la guerre révolutionnaire ou la guerre contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire. L'expression, c'est guerre révolutionnaire. Mais c'est là, en réalité, ça veut dire guerre contre-révolutionnaire. C'est les guerres contre, comment faire la guerre contre les révolutionnaires. Voilà, c'est ça. Et là, c'est assez fascinant. Et c'est intelligent, c'est un texte effroyable mais intelligent, qui dit ce qui change fondamentalement avec la guerre que nous avons perdue en Indochine, c'est que maintenant il faut préparer des guerres dans lesquelles le front n'existe plus. On n'est pas en train de combattre un ennemi front contre front, on est en train de se battre dans le peuple contre le peuple. Donc, il faut inventer d'autres formes de guerre. Et ce qu'inventent nos colonels, c'est une guerre qui repose sur le quadrillage de la population, les déplacements de population, les camps de regroupement, et comme arme de guerre principale, la torture. La recherche du renseignement. La recherche du renseignement qui fonde la torture. Systématique. On n'a pas à se poser la question, est-ce qu'il sait quelque chose ou pas? On arrête quelqu'un, on le torture, et puis on voit s'il sait quelque chose ou pas. Bon, donc il y a une refonte vraiment profonde de la guerre. Ce qui induit aussi quelque chose, c'est que maintenant, alors, tous les soldats, tous les cadres militaires français ne sont pas nécessairement avides de torturer. Il va donc falloir leur donner un justificatif idéologique. Donc il va falloir reformuler un peu l'idéologie guerrière. Et là intervient un changement qui a probablement une importance très importante, mais je ne suis pas vraiment capable de la déterminer. C'est le rôle de mouvements catholiques, dont un particulièrement s'appelle la Cité catholique. Il est très très peu connu, parce qu'il n'essaye pas de se faire connaître. Il publie une revue qui s'appelle Verbe. Il n'essaye pas de se faire connaître, c'est plutôt, on dirait, la forme d'organisation d'une espèce de franc-maçonnerie, plus ou moins secrète, pas vraiment secrète, mais confidentielle. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est confidentiel. Forme d'organisation confidentielle, on prie en commun, on discute les articles de revue, et là, c'est absolument extraordinaire, comme on va se trouver à mener ces guerres au Maghreb, les premières qui succèdent à la guerre d'Indochine, c'est au Maghreb, eh bien, on réactive le vieux discours catholique, la lutte de la croix contre le croissant. Ça va, je n'ai pas besoin d'expliquer, ça nous ramène aux croisades. Et là, j'ai un truc quand même que je dois vous raconter absolument. En 1953, les libéraux du Maroc viennent à Paris pour parler au gouvernement français et lui dire « il ne faut surtout pas emprisonner le sultan.
le sultan, les Marocains y sont très attachés, etc. Faites pas la bêtise d'éloigner le sultan. Ils en discutent avec Bidault, qui à l'époque est, je crois, ministre des Affaires étrangères. Bidault, catholique extrêmement fervent, alcoolique aussi, toujours quelques litres derrière lui. Bidault leur dit, mais bon, ça n'a aucun sens. Voilà, ce que vous me racontez n'a aucun sens. Parce que les libéraux lui disent, le sultan est aussi une autorité religieuse et il aura toute la population derrière lui. Et Bidault leur dit à peu près, ben oui, c'est pas mal, c'est la lutte de la croix contre le croissant. Et puis il y a un moment de silence et il leur dit, laissez-moi rêver à Jérusalem. Non mais vous imaginez, ministre des Affaires étrangères françaises, laissez-moi rêver à Jérusalem. On est en 1953. Bon, on croit rêver. C'est des hommes d'État de chez nous. Bon, moi, ça me sidère. Vous n'avez pas l'air de trouver ça ahurissant, mais moi, ça me sidère. De l'islamophobie ambiante. Né avec, Bon, alors, on le laisse rêver de Jérusalem. Et du même coup, ce qui est vraiment extrêmement frappant, c'est que la cité catholique va mettre tout ça, va faire une doctrine autour de ça, qui reprend presque mot pour mot les doctrines de l'Inquisition. L'Inquisition disait, alors je ne sais pas si vous vous souvenez vaguement de ce que c'est que l'Inquisition, mais c'est quand même une période assez sanglante, où on a massacré beaucoup de musulmans, mais pas que des musulmans. On massacre aussi les juifs, on massacre aussi les hérétiques catholiques, on massacre très très généreusement. Et le discours de l'Inquisition, c'est on peut torturer, on doit torturer, on peut tuer, parce que, en fait, la souffrance de celui qui est torturé et qui est impie, la souffrance de celui qui est torturé et sa mort construisent son salut. Nous sommes en train de lui donner la possibilité d'être sauvé au ciel. Voilà, ça c'est l'armée française. Enfin, une toute petite partie de l'armée française, n'exagérons pas. Mais il y a un groupe idéologique fort qui appuie complètement les colonels et qui tient ce discours. D'ailleurs, petite illustration, il y a un document très célèbre dans l'histoire de ce que vous savez qu'on appelle la bataille d'Alger. L'aumônier de la 10e division parachutiste du général Massu a écrit un sermon pour convaincre les officiers parachutistes qui étaient un peu réticents à torturer de la justification, pour justifier la torture sur le plan religieux. Et le général Massu a fait déposer dans toutes les boîtes, dans tous les casiers de ses officiers, ce sermon. Alors j'ai oublié le nom du curton en question. Comment ? Voilà. Hein, donc on a... Voilà, pardon. C'est l'inspiration de la cité catholique, qui a eu un rôle qu'on méconnaît complètement, mais qui était un rôle très important, parce que vous ne pouvez pas demander à des officiers de tuer sans justification. Il faut une justification idéologique. Ce n'est pas l'idéologie qui les met en marche, mais c'est l'idéologie qui leur permet de fonctionner, sans se tuer eux-mêmes. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, transformation de l'idéologie dominante du racisme. La conquête coloniale étaye le racisme et elle le fait évoluer. Et je vous signale quand même que dans la résurgence actuelle, cette notation, cette tendance catholique était extrêmement peu présente chez Le Pen, le père. Elle est très présente chez Zemmour. Et c'est un des domaines, si vous voulez, de très grande différenciation entre le public de la famille Le Pen et Zemmour. C'est cette couche de population de couche supérieure,
et catholique. C'est très important. Les héritiers de la cité catholique en ligne droite, c'est Civitas. Comment? C'est Civitas, l'organisation d'extrême droite catholique. Je m'excuse. Civitas sont les héritiers de la cité. Ah oui, oui, absolument. C'est la même chose. C'est les descendants directs. Absolument. Voilà, donc ça c'est... Et puis alors, bon, moi j'ai été très frappée parce que quand j'étais militante dans mon jeune temps, si vous voulez, le catholicisme dominant quand même dans la population française, au moins celle que je fréquentais, c'est-à-dire les étudiants, les profs, etc., il y avait un catholicisme plutôt social gauche qui était dominant, nettement. D'ailleurs, dans les opposants à la guerre d'Algérie, on trouve essentiellement, enfin non pas essentiellement, il ne faut pas exagérer, mais beaucoup de catholiques. Parmi les plus résolus, Oui. plus encore que de communistes, nettement plus, il y a des chrétiens qu'on appelait des chrétiens progressistes, parmi les porteurs de valises par exemple, parmi ceux qui sont allés, qui ont concrètement soutenu la lutte armée du FLN et qui ont souvent continué à travailler en Algérie après 62, il y a beaucoup de chrétiens, effectivement. Et autre influence extrême, si vous voulez, sur la France, mais ça saute absolument aux yeux, c'est sur les institutions. Les institutions françaises sont très largement issues des guerres coloniales. La Ve République, le pouvoir présidentiel, le type de démocratie, entre guillemets, politique qui est instaurée, dont on voit très profondément tout le temps les défaillances, c'est une construction qui a été fabriquée pour la fin de la guerre d'Algérie par le général de Gaulle, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'en sachant parfaitement que seule une centralisation extrême du pouvoir lui permettrait de mettre fin à cette guerre, alors que les gouvernements de la 4e étaient dans un état de déliquescence ahurissant, vraiment ahurissant. Et l'autre institution qui a été complètement bouleversée par les guerres coloniales, c'est la police. La police qui a hérité de l'expérience coloniale. Alors bon, on a parlé de Papon. Il y a eu, si vous voulez, une génération entière de policiers qui sont venus directement. La police française en Algérie et au Maroc, c'était des Français et c'était des policiers français. Quand les colonies se sont effondrées, Maroc ou Algérie, ils ont été rapatriés en France. Et ils ont amené avec eux toute une idéologie qu'ils avaient mise en pratique en Algérie, au Maroc. Mais bien plus que ça, on a en fait utilisé l'expérience de l'armée, moi je dirais pratiquement plus de l'armée que de la police française au Maghreb, de l'armée au Maghreb pour refondre et réorganiser la police française. Il faut que vous compreniez bien que la multiplication aujourd'hui dans la police des brigades, on a des BAC, on a toutes sortes de brigades, ça change profondément la police. Je vous explique très simplement pourquoi. Je n'entre pas du tout dans le détail, mais quand on recrute des policiers, c'est un concours, on recrute sur concours, et ce concours, il est facile, il est simple, c'est facile de devenir policier. Quand on crée une brigade quelconque, pour une, je ne sais plus, il y en a 5 ou 6 sortes différentes. La BAC, par exemple. Donc, la première, ça a été la BAC, Brigade Anticriminalité. Quand on recrute une brigade, on la recrute sur la base du volontariat et du choix des supérieurs. C'est plus du tout pareil. Parce qu'à ce moment-là, il y a une sélection qui s'opère du policier qu'on va mettre dans la BAC. Et cette sélection, elle s'opère sur la violence, sur le racisme. Et une fois que le recrutement est fait, il y a, comme ce sont des unités beaucoup plus petites, il y a une cohésion beaucoup plus grande. Et d'autre part, il y a, ça peut-être vous ne le savez pas, mais des promotions beaucoup plus rapides et des soldes supérieurs. Donc la création des brigades, c'est vraiment un instrument
de transformation en profondeur de la police sur le modèle de ce qui avait été fait au niveau de l'armée pour contrôler une ville comme Alger, par exemple. Bon, ça c'est vraiment très très important parce que ça nous change profondément notre rapport à la police, profondément. Et on a aussi l'utilisation des grands fonctionnaires de l'époque, comme Papon, Bolotte, qui a la même histoire que Papon, plus la répression de l'insurrection, enfin pas de l'insurrection, mais 67, en Guadeloupe, plus la répression de la Guadeloupe. C'est un homme qui a du sang absolument plein les mains et qui va devenir, devinez, en Seine-Saint-Denis. Préfet du 93. C'est une histoire tout à fait éclairante. Préfet Pierre du Bolotte, 93. il commence en Indochine, il poursuit à Alger en 57 pendant la fameuse bataille d'Alger, la préfecture d'Alger. Ensuite, il passe en Guadeloupe, hein, on est toujours dans les colonies, hein, et en 67, c'est lui qui ordonne le massacre de manifestants en mai 67, donc en Guadeloupe. Ensuite, il est préfet en Seine-Saint-Denis, et évidemment, ce sont ses compétences de pacificateur colonial qui sont utilisés pour aller, dans le 93, mater une population d'origine d'une immigration coloniale ou post-coloniale, et c'est lui qui expérimente la brigade anticriminalité. Exactement. Les premières BAC. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un parcours tout à fait, emblématique, quoi. Hein. Bien sûr, oui. Bolotte, c'est le pendant de Papon, et qui a eu la chance de ne pas rencontrer ton copain. Voilà. On pourrait parler aussi d'une chose qui s'est fixée, qui s'est instituée pendant l'époque coloniale, qui est le contrôle aux faciès, hein, qui est quand même une des formes majeures de la violence raciste, d'un héritage colonial pur et simple. Hein, donc, il y a un historien qui s'appelle Emmanuel Blanchard qui a beaucoup travaillé là-dessus, un spécialiste de l'histoire de la police, qui montre bien comment ce sont des pratiques donc systémiques. Hein, c'est pas le fait que tel ou tel policier soit plus ou moins le péniste ou raciste. C'est une institution, hein, qu'on oriente vers à qui on fait appliquer systématiquement le contrôle aux faciès, qui est destiné qui est fait à l'entrée de certaines zones urbaines ou à la sortie de certaines zones urbaines, hein, et qui est donc documenté de façon extrêmement abondante, y compris officiellement, condamné je ne sais combien de fois dans les discours mais qu'on ne peut pas remettre en cause parce que c'est un instrument de contrôle d'un certain type de certaines populations en France aujourd'hui encore. Hein. Bon, excuse-moi. Mais non, pas du tout, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, en conclusion, je voudrais vous rassurer sur le sort de nos colonels. Ils ont fait une grande carrière. Beaucoup étaient mêlés à l'OAS, et même ceux qui n'étaient pas mêlés à l'OAS n'ont pas supporté la fin de la guerre d'Algérie. Donc ils sont allés vendre leurs services aux dictatures d'Amérique du Sud. Et ils sont devenus des gourous des dictateurs d'Amérique du Sud, et ils ont eu une carrière particulièrement importante en Argentine. Ils sont à l'origine vous savez, des lâchers de prisonniers depuis les avions. Ce qu'on appelait les crevettes Bijard en Algérie. Hein. Ce qu'on appelait les crevettes Bijard en Algérie. Ils ont transposé en Amérique du Sud les méthodes de la guerre révolutionnaire, et ils ont été extrêmement appréciés. Alors, Marie-Dominique Robin, qui a écrit un livre là-dessus, hein, sur le fait que les militaires français sont allés enseigner la doctrine de la guerre révolutionnaire dans toutes sortes de dictatures d'Amérique latine, aux États-Unis aussi. Et voilà, j'allais le dire, effectivement, aux États-Unis aussi, ils ont été pris comme conseillers pendant la guerre du Vietnam. Donc, vous êtes maintenant rassurés sur leur carrière, ça s'est très bien terminé pour eux. Y compris, alors, Ossares, qui lui est revenu. Et Ossares, il a le seul mérite, mais qui est réel, d'avoir dit « oui, j'ai torturé et je l'assume ». Les autres disent « non, non, jamais, on n'a jamais fait ça ». Bon, oui, Ossares, c'est le seul qui a dit oui. Massu aussi, au moment de sa mort. Au moment de sa mort.
Aussares, non, de son vivant, et clairement, bon. Quand il est revenu en France, je ne me souviens pas du tout des années, mais ça doit être la fin des 90, bon. Sa carrière a été reconstituée et il est devenu général. Voilà. Donc lui aussi, ça s'est bien terminé pour lui. Donc vous êtes vraiment complètement rassurés. Voilà. Je voudrais ajouter un mot là-dessus, c'est que moi je travaille précisément maintenant, plus du tout sur le 17 octobre, en fait, c'est un peu ancien pour moi, mais sur l'histoire des disparus algériens, de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger en particulier, parce que j'ai découvert une archive, on a monté un site que j'incite à aller voir, qui s'appelle 1000autres.org, où on a lancé un appel à témoignages sur des gens qui ont été arrêtés par l'armée française pour savoir ce qu'ils sont devenus, et sur un gros millier de noms qui nous sont donc fournis par les archives coloniales, j'en suis à peu près 360 identifiés comme disparus définitifs. Donc ils ont été arrêtés, hein, et on ne les a plus jamais revus parce qu'ils ont été assassinés, comme Maurice Audin, vous savez, par l'armée française. Bon. On connaît très bien les noms des officiers, je dois citer un certain nombre là, qui ont été impliqués dans ces exactions. Hein. Parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Schmitt, qui, en 1957, a tenu un centre de torture dans une école à Alger qui s'appelait l'école Saroui, où on torturait, on assassinait de façon des hommes mais aussi des femmes, parfois des enfants. Hein. Le régiment s'appelait le 2e régiment parachutiste. Il est resté que 2 mois dans cette école et pourtant il y a une liste de témoins de la torture et des disparitions extrêmement importante pour 2 mois seulement. Et bien Maurice Schmitt, il a fini chef d'état-major de François Mitterrand. Il a fait une carrière, allez voir sa notice Wikipédia, il y a une liste de médailles de 10 000 signes. Et Maurice Schmitt, il est de ceux qui non seulement ont observé, comme tous les officiers de l'époque, un pacte du silence, une omerta, qui a été brisée à leur grande âme par Paul Aussares, qu'ils ont ensuite insulté. Hein, il a été traité de tous les noms par ses anciens frères d'armes. Alors Aussares, il a une crédibilité de détail qui est un peu incertaine parce que c'était un drôle de personnage, mais il a osé parler, alors que tous les autres ont observé un véritable pacte du silence, hein, qui est encore extrêmement prégnant aujourd'hui. Il y a encore des gens qui vivent, hein, comme Schmitt. Et Schmitt, non seulement lui, il a jamais dit ce qu'il avait fait, mais il se permet d'attaquer en diffamation les gens qui l'accusent d'avoir torturé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Henri Pouillot, qui a été condamné à Marseille il n'y a pas très longtemps, lourdement, hein, parce qu'il a été un peu maladroit dans sa façon de s'exprimer. Vous savez, les lois sur la diffamation, c'est très particulier. Voilà. Il se trouve qu'il est possible que dans Mediapart, quelque chose sorte bientôt sur ce sinistre personnage. Bon. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. Aujourd'hui, vous savez, moi je suis en contact avec des familles algériennes de disparus qui ne réclament qu'une chose. Elles ne réclament pas des excuses, pas la soi-disant repentance qu'on a inventée pour éviter de parler de tout ça. Elles réclament juste qu'on dise la vérité. Et en particulier, ce qu'elles aimeraient bien savoir, c'est où se trouve le corps de leur disparu. Éventuellement, comment on l'a tué. Mais ce qu'elles voudraient avoir, c'est une tombe pour se recueillir. Et je ne vous parle pas que de gens qui ont 90 ans. Je vous parle aussi de leurs petits-enfants. Nous, on a des témoignages qui nous arrivent du 4 coins du monde, de plusieurs générations de ces familles qui continuent à vivre quelque chose qui est terrible, de la vie avec une disparition. Bien. Eh bien, c'est pas dans les archives. Vous savez, on a annoncé l'ouverture des archives, là, encore récemment. On n'arrête pas d'annoncer l'ouverture des archives. Alors, effectivement, la plupart des archives sont ouvertes. Moi, je les connais bien. J'y travaille beaucoup. Dans ces archives de publiques, ce sont les archives des mensonges de l'armée. Hein. Ces exactions étaient illégales, les militaires ne les ont jamais mises par écrit, ils n'ont jamais été poursuivis. Donc d'archives qui apprennent la vérité sur ce qui s'est passé, il n'y en a pas. On peut trouver des contradictions, des invraisemblances, croiser avec des témoignages, faire des hypothèses, mais la vérité, elle n'y est pas. Par contre, la vérité, elle est encore dans la mémoire de ceux qui ont commis ces crimes, qui les ont couverts, qui les ont commandés, etc. Elle est aussi dans des archives privées. Hein, Massu, Aussares, Schmitt et bien d'autres, ils ont des archives qu'ils ont privatisées, hein, et qu'ils gardent jalousement. On est plusieurs à essayer de trouver les archives de Massu, le fameux fichier que tenait Aussares
dont il donnait une copie à Lacoste, à Massu, etc., où il racontait tous les matins ses expéditions meurtrières de la nuit. Ces archives-là, il est très vraisemblable qu'elles existent encore, mais il les garde. Alors, une des choses que pourrait faire le pouvoir politique aujourd'hui, c'est donner l'ordre à ces anciens militaires qui sont habitués à obéir à des ordres, en tout cas les inciter, les encourager à parler, ils ne risquent rien. Tout a été amnistié depuis longtemps, tout est prescrit depuis longtemps, hein, et c'est des vérités qui importent à des gens, de façon existentielle aujourd'hui encore. Et donc les inciter à parler, les inciter à verser leurs archives dans les centres d'archives publiques, ça, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Et ça n'est pas fait. Voilà, pardon, je suis un peu... Non, et juste dans le sens aussi de tout ce qui est... Vous savez, on n'a jamais parlé, pendant toute la période de la guerre d'indépendance d'Algérie, on n'a jamais parlé de guerre en Algérie. On en a parlé dans les années 90, je crois. 99 officiellement. Oui. 99. Il y a une raison. C'est pas seulement qu'on... Il y a une raison. C'est qu'en principe, il y a un droit de la guerre. Bien sûr. Et tout le monde savait qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis. Mais comme il n'y avait pas de guerre, il n'y a jamais eu de démarche, il n'y a jamais eu de rapport à l'ONU, il n'y avait pas de guerre. Voilà. La raison pour laquelle on n'a pas parlé de guerre en Algérie, c'est celle-là. Pour pas que l'ONU puisse mettre son nez dans ce qui se passait en Algérie, dont tout le monde savait ce qui se passait. Enfin, tout le monde. On s'entend, hein, tout le monde au niveau des états-majors, au niveau des responsables. Voilà. On va peut-être ouvrir la session de questions-réponses, peut-être salle d'applaudissements pour les intervenants. Quand même. Merci. Bravo, cher. On a une demi-heure pour une petite séance de questions-réponses. Si ça ne vous embête pas, je vais me déplacer avec le magnétophone, l'enregistreur, pour que cette partie de la rencontre soit aussi audible dans les rediffusions radiophoniques. Si ça vous va pas, vous me le dites. Est-ce qu'il y a des... Parlez fort, parce que moi je suis un peu sourd. Monsieur là-bas avec un pull bleu. Monsieur le tenir. Ah, tu le tiens, ouais. Non, mais je voulais remercier la présentation là, très riche qu'on a eue. Vraiment, c'est très, très intéressant et très important. Quelque chose qui me semblait important de souligner, c'est qu'en réalité, en rendant hommage à Jean-Luc Einaudi, à son travail, mais également à des romanciers, on a parlé de Deninx, de Joseph Andras, etc., c'est aussi une mise en récit de l'histoire qui n'appartient pas qu'aux universitaires. Ça, je pense que c'est extrêmement important de dire que Jean-Luc Einaudi n'était pas un universitaire et qu'il a fait le travail que les universitaires n'ont pas fait. Oui. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Et voilà, bon, ça c'est... sur le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur... le 17 octobre, c'est un crime que personne ne connaissait. Bon, moi, je pense que beaucoup de gens le connaissaient. Et d'ailleurs, ça a été dit bien avant Jean-Luc Einaudi. Je me souviens de Jean-Louis Hurst, par exemple, qui, le 17 octobre 1981, avait fait un énorme papier dans Libération. Je me demande si ça n'avait même pas fait la couverture, la une de Libération, sur le 17 octobre 61. Et moi, j'ai vu des séquences de l'INA, où ce Jean-Louis Hurst, qui était un déserteur, je crois, de l'armée française, et quelqu'un qui avait été porteur de valises, qui parlait de ça à la télévision en 1981. Je me souviens d'une séquence de ce monsieur qui, à la télévision française, à l'époque où il y avait très peu de chaînes, des millions de gens avaient vu quelqu'un parler de ça. Mais ça n'avait pas eu d'écho. Donc il y a quelque chose toujours du... En fait, on le sait, mais on s'en fout. Et y compris à gauche. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose qui me semble important à dire, c'est que vous parlez du racisme, évidemment, c'est central, mais je pense qu'il faut aller plus loin, et là, ça rejoint la discussion qu'on a eue avant Fabrice, c'est la hiérarchisation raciale. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites sur Sharon qui a masqué le 17 octobre. Mais il se trouve que le 17 octobre 61, il y a eu une manifestation de Noirs africains le 15 février 1961, de Noirs africains de France,
qui ont protesté devant les consulats et l'ambassade de Belgique à Paris, et les consulats de Belgique dans toutes les villes, y compris à Lille. Ces gens ont été, il n'y a pas eu de mort officiellement, mais ces gens ont été par dizaines tabassés à coups de bidules, fractures et compagnie. Les ambulanciers eux-mêmes, ce 15 février 61, étaient frappés par la police. Ensuite de quoi ces Noirs africains ont été traqués dans toutes les universités. À Lille, par exemple, les Noirs africains les étudiants noirs africains ont été raflés dans les universités elles-mêmes pour être emmenés au commissariat. Parmi ces gens, il y avait des Camerounais, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, comme vous savez, dont on prenait des arrêtés d'expulsion pour les renvoyer dans leur pays qui était devenu indépendant quelques mois plus tôt. Et à quoi ils s'exposaient en cas d'expulsion? À exactement les mêmes méthodes dont vous parlez, torture, disparition. C'est-à-dire ce qui se passait au Cameroun, c'est qu'il n'y avait pas d'hélicoptère, on envoyait les gens du haut des chutes d'eau. Donc encore aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous voyez, il y a plein de gens qui font des offrandes et qui plantent des petits drapeaux, qui font des libations autour des chutes d'eau, qui font parfois 90 mètres de haut, dans lesquelles on envoyait par dizaines, par centaines des gens qui étaient des opposants, tout simplement, avec les mêmes méthodes qu'en Algérie. Et là-bas, on ne parle pas des gens disparus, on parle des gens effacés. Mais c'est exactement le même processus. Ils n'étaient pas jetés. Donc, quand on va au Cameroun discuter de cette guerre, qui est également une guerre sous les mêmes méthodes de DGR, les gens nous disent « Ah, telle personne que vous voudriez voir, non, il a été effacé. » Donc, c'est même pas un site. Évidemment, c'est génial le travail de 1000 autres. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que derrière, il y a encore des autres. Il y a toujours des autres. Et ça, je pense que c'est important aussi de voir que, en fait, cette hiérarchisation raciale, et je termine là-dessus, j'ai l'impression qu'il faut aussi que nous, on arrive à prendre en compte l'ensemble, qu'on ne reperpétue pas une sorte d'effacement d'une certaine mémoire, notamment ce qui se passe au sud du Sahara, en se focalisant sur l'Indochine ou sur l'Algérie. Parce qu'en fait, on reproduit les hiérarchisations raciales coloniales qui disaient, en haut de la hiérarchie, il y a les Blancs, ensuite il y avait les Jaunes, les Asiatiques, et les Nord-Africains, et en dessous, il y avait les Noirs. Et en fait, cette mémoire occultée, c'est très étrange, cette histoire des 3 manifestations. Sharon, 17 octobre, 15 février, tu trouveras, il y a des... 61. Alors, il n'y a pas eu... C'est pas du tout une manifestation de la même ampleur, donc évidemment, là mon explication, elle ne tient pas d'une certaine façon, parce que c'est une petite manifestation, mais en réalité, la répression est sur le même modèle, quoi. Et donc là, je pense que c'est intéressant aussi de réussir, et c'est ça, moi, ma demande que j'aimerais qu'on réussisse à... C'est penser tout ça ensemble pour ne pas reproduire ces hiérarchisations-là qui sont trop souvent faites, y compris par nous-mêmes, quoi. Voilà. C'était juste des petits compléments par rapport à ce que vous avez dit, que j'ai trouvé évidemment très important. Alors, moi là-dessus, en tant que romancière, je ne peux pas fonctionner comme ça. Par contre, je signale qu'il y a déjà un roman noir là-dessus, qui a été écrit il y a très peu de temps, par Cantaloube, qui s'appelle Fracasse, qui est sur le Cameroun. Oui, je sais. Oui, je dois connaître. Alors, pour te répondre, Thomas, donc très vite, oui, alors c'est Pierre Vidal-Naquet qui disait que l'histoire est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls historiens. Et quand il parlait de ça, il parlait par exemple du travail de Claude Lanzmann sur Shoah, il parlait notamment de Primo Levi, et sa citation peut s'appliquer aussi à Jean-Luc Einaudi, qui a très souvent, longtemps subi la morgue de gens dont effectivement qui ne travaillaient pas sur ces questions. Et j'ajoute aussi que, alors j'ai pas abordé du tout la question de toute la bataille qui a été menée par Einaudi, dont 2 archivistes ont été des victimes collatérales, qui s'appelaient Philippe Grand et Brigitte Lenné, parce qu'ils avaient osé dire dans un procès face à Papon que les archives contenaient des preuves du massacre du 17 octobre. Le combat de Jean-Luc Einaudi pour l'ouverture des archives, il n'a pas bénéficié seulement à Jean-Luc Einaudi, il a bénéficié à toute la recherche. Et donc ça se passe fin des années 90, et début des années 2000, on voit une historiographie de la guerre d'Algérie qui prend son essor, avec les travaux de Raphaël Branche sur la torture, ceux de Sylvie Thénault sur la justice, et d'autres encore. Oui, alors, sur le fait qu'effectivement, en 81, il y a un dossier dans Libération fait par Hurst, mais aussi par quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom,
qui se heurtent à l'incrédulité générale. Et les gens de Libé disent, mais dans la rédaction des... Alors, Libération, c'était des gauchistes, hein, qui vont les voir en leur disant, mais c'est quoi cette mythologie-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de massacre? Voilà. Donc, effectivement, alors on s'en fout encore à ce moment-là, tu as raison. Et en fait, ce qui redonne comment dire, ce qui crée un horizon d'attente à la vérité sur le 17 octobre, c'est les mouvements antiracistes de l'immigration, la marche pour l'égalité de 83, hein, voilà, quelqu'un qui vient de mourir, qui est un journaliste qui a fini au Nouvel Obs, qui s'appelait Farid Aïchoun, il a dit, nous, jeunes descendants d'Algériens immigrés en France, on a découvert le 17 octobre et on a découvert nos racines sanguinolentes. C'est-à-dire qu'ils se battaient contre les crimes racistes que raconte Dominique dans son roman, et ils découvrent que ça vient de loin et que ça vient de l'époque de la guerre d'Algérie. Donc il a fallu... C'est ça, en fait. Et c'est ça aussi qui donne un élan à Jean-Luc Einaudi dans les années 80 pour commencer à travailler, hein, bien sûr. Alors, tu as parfaitement raison sur la hiérarchisation raciale et sur le fait que... Alors, vous savez, on parle des tabous. Alors, la guerre d'Algérie, c'est plus du tout un tabou. Hein, c'est même devenu, passez-moi l'expression, mais une boîte à pommade électorale pour le président Macron, qui distribue un coup pour les harkis, un coup pour les Algériens, un coup pour les pieds noirs. Bon, c'est gros comme un camion. Hein, le général de Gaulle, il disait la guerre d'Algérie, c'est la boîte à chagrin. Pour Macron, c'est une boîte à outils grossièrement électorale. Hein, c'est clair. Et alors, c'est plus un tabou. En revanche, des vrais tabous, il y en a encore dans l'histoire coloniale française. Et en fait, tout ce cinéma mémoriel, là, officiel, hein, à la suite du rapport de Benjamin Stora, c'est un écran qui fait qu'on ne parle toujours pas du fond de la question. Et le fond de la question, c'est le rapport qu'a la République française aujourd'hui avec son passé colonial tout entier. Alors, il y a eu des avancées sur la question de l'esclavage, hein, avec la loi Taubira, avec le fait que, par exemple, moi je peux en témoigner comme ancien enseignant du second degré, les avancées énormes en matière d'enseignement sur l'esclavage. En revanche, la question morale d'abord, morale, politique, éthique, de qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui d'avoir colonisé des peuples à travers le monde pendant 4 siècles. Il y a eu la première puis la deuxième colonisation, c'est 4 siècles où on a fabriqué le racisme qui ressurgit aujourd'hui de façon effrayante en France, etc. Qu'est-ce qu'on en dit? On n'en dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il en dit, Macron? Il a fait une déclaration comme candidat en 2017 en disant que ça avait été un crime contre l'humanité. Le lendemain à Toulon, il a rétropédalé parce que ça faisait scandale, et puis c'est tout. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Et parmi les crimes de masse, hein, les crimes contre l'humanité, oubliés, il y a effectivement la guerre du Cameroun, que connaît très très bien Thomas Delton qui vient de parler, qui, je vous rappelle, vient de copublier un énorme bouquin qui est un livre de référence, sûrement indépassable sur la France-Afrique, qui s'appelle «L'Empire qui ne veut pas... France-Afrique». C'était notre rencontre du mois de janvier, donc tout le monde est au courant ici. D'accord, pardon, qui ne veut pas mourir, que je vous incite quand même à acheter et à lire, hein, parce que c'est vraiment un fabuleux boulot. Donc tout ça, on n'en entend pas parler. La colonisation au sud du Sahara, c'est comme si elle n'avait pas existé, bien sûr. Il y a Tiaroy également. Hein, et puis il y a Madagascar, et puis il y a bien d'autres choses sur lesquelles il y a peu de gens en fait qui travaillent vraiment quand même en France, parce que les moyens, voilà, aller parler à des éditeurs ou à des journalistes de l'intérêt de revenir là-dessus, aujourd'hui, ben, vous ne rencontrez pas un écho formidable, quoi. Bon, en réalité, il y a quand même pas mal de travaux, mais il y a un écart, un fossé entre l'état des connaissances, l'état de la recherche, qui n'est pas seulement mené en France sur la colonisation française. Hein. Il y a des tas de chercheurs à l'étranger, et dans les anciens pays colonisés en particulier, qui travaillent là-dessus. Il y a un fossé énorme entre ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui est dans l'espace public, quoi. Voilà. Et c'est bien pour ça, par exemple, que quand on veut déboulonner Federbe ou Colbert, on fait scandale, etc. C'est bien pour ça qu'on est dans un pays où on peut à nouveau faire l'apologie de la colonisation. C'est ce que fait Zemmour, par exemple, mais bien d'autres aussi, hein, dans les magazines. On est dans une période de régression. Hein. Par rapport aux années 90-2000 que j'étudie dans mon livre, on a régressé considérablement. Et entre-temps, il y a eu notamment le passage de Sarkozy, qui a pesé très lourd, avec une idéologie qui est devenue une idéologie d'État, qui était l'idéologie de l'anti-repentance.
Ils ont inventé, pour disqualifier systématiquement par avance toute recherche, tout regard critique sur l'histoire de France, la notion de repentance, que jamais personne n'a réclamé. Hein. Voilà, bon, je stop. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Ouais, je voudrais faire une petite remarque. Vous parliez des destinées de ces militaires, de ces officiers français qui menaient la contre-insurrection en Algérie, qui vont en Argentine. Il y a aussi un autre truc qui est plus discret et qui me semble intéressant à soulever, c'est qu'il y en a beaucoup qui quittent l'armée suite à la chute de l'Empire, déçus par l'orientation politique de Gaulle et tout ça, et qui vont se retrouver dans le monde de l'entreprise. Et on prend par exemple la personne qui fonde les services de communication du CNPF, le MEDEF actuel. Un mec qui s'appelle Michel Froid, c'est un colonel qui était un très bon ami de Lacheroy et qui était un pote au général Delattre et tout ça, et c'est lui qui monte le service de com du CNPF. Il y a une association qui existe encore, qui s'appelle l'Union nationale des parachutistes, dont le but clair est de recaser les anciens parachutistes dans les postes de maîtrise dans l'industrie. En tout cas, par exemple, la personne qui va tuer le militant maoïste Pierre Auvernet à la sortie de Billancourt, c'est un ancien para d'Indochine qui a été... Hein ? Tramoni. Oui, Tramoni, c'est ça. Et Tramoni, en fin de compte, a été recasé à Renault par les canaux de l'UNP. Et un des seconds de Bijard va se reconvertir dans la formation de cadre. Alors, formation de cadre, c'est quoi? C'est de la formation anticommuniste, antisyndicale, il faut être clair. Le spécialiste de la guerre psychologique, alors c'est un gars pas connu, mais j'ai bossé dessus, Antoine Bonnemaison, j'ai retrouvé ses archives. C'était un mec du SDEC, les services secrets, c'était le monsieur guerre psychologique des services secrets. À la fin de la guerre d'Algérie, il pue un peu. Donc on lui demande de quitter les services. Pour qui il va bosser? Pour des grandes entreprises, à faire des formations pour les cadres, parce qu'il y a des risques, comme on dit, alors je pense que c'est un peu eux qui ont inventé le terme, des risques psychosociaux. Alors ce qu'ils appellent des risques psychosociaux à l'époque, c'est une grève. Voilà. Et donc il y a tout un canal comme ça après, dans le monde de l'entreprise, et le management récupère aussi ces gens-là, parce que j'avais un gars, dans les mecs que j'étudiais les gens de l'action psychologique, c'était les propagandistes de l'armée française, il y a un gars qui était du coin, Stien, lui il a fini DRH aux usines Berlier, on faisait des camions là-bas. Je pense qu'avoir été dans la section syndicale avec un ancien officier de la Légion étrangère, prisonnier 5 ans chez le Viet Minh, qui a torturé pendant la bataille d'Alger, ça devait pas être super facile de monter une section CGT dans la boutique. Voilà, et donc il y a aussi pas mal de parcours comme ça qui sont peu connus, et je pense que ce serait des trucs intéressants. J'aimerais bosser là-dessus, mais... Il faut des sous, hein. C'est ça, l'argent, voilà. Alors, juste une remarque, Dominique, dans ton exposé tout à l'heure, tu n'as pas assez insisté, je sais que tu connais le problème, mais le motif idéologique majeur des officiers de l'armée française en Indochine, en Algérie, au Maroc, etc., c'est l'anticommunisme. À l'époque, ils sont absolument persuadés, alors c'est aussi une manifestation de racisme, mais que les peuples colonisés ne peuvent pas avoir organisé tout seuls une révolte contre le colonialisme, qui sont des marionnettes du communisme international. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Algérie, les militaires surestiment formidablement l'influence du Parti communiste algérien sur ce qui est en train de se passer. Ils vont mettre très longtemps à se rendre compte qu'en réalité, le FLN, c'est pas du tout une marionnette du mouvement communiste, mais pas du tout. Hein. Et pour eux, le combat qu'ils mènent là, d'ailleurs, quand ils arrivent du Vietnam, les paras, ils continuent pendant des mois à appeler les Algériens qu'ils arrêtent les Viettes. Ils arrêtent des Viettes. Hein, s'il y a des Viettes, voilà, les Viettes, c'est des communistes, qu'ils soient vietnamiens ou algériens, et c'est vraiment un motif absolument majeur. Hein. Et donc, effectivement, qu'ils ont continué à mettre en œuvre après leur carrière coloniale. Il y a une question là-bas. Vas-y, lève-toi, parle fort. J'ai une petite question. Est-ce que quand les policiers ils ont noyé les Algériens dans la Seine, est-ce qu'ils ont repris les corps ou non? Alors c'est une question très importante et qui nous amène aussi à parler du bilan qui est toujours très difficile à établir quand on parle d'un massacre colonial. Hein. Parce que le 17 octobre, je ne sais plus si je l'ai dit comme ça, mais c'est un massacre colonial en métropole. Hein. C'est un massacre tel qu'il en existe facilement et à beaucoup plus grande échelle dans les colonies, qui est pratiqué par Papon à Paris. Alors, les corps, un certain nombre
ont été repêchés par des services des canaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, la voirie. Comment? Oui, la brigade fluviale, exactement, oui. Parfois jusqu'à des dizaines de kilomètres de Paris, parce que les corps, ils ont descendu la Seine jusqu'à Rouen. D'accord? On a repêché arrêté à des écluses, à des tas de ponts, mais ces corps, la cause de la mort était inconnue. Hein? Donc ils ont été versés directement, alors ils ont été amenés parfois à l'Institut médico-légal, parfois ils ont été enterrés, certains nombres ont été enterrés dans des fosses communes, anonymement. Certains ont pu être identifiés, mais très peu. Beaucoup n'étaient plus identifiables. Les flics, souvent, leur prenaient tout leur papier avant. Hein. Donc, on ne savait pas qui c'était, on ne pouvait pas prouver la façon dont ils étaient morts. Et donc, ensuite, il a fallu, alors c'est une partie du travail qu'a fait Jean-Luc Einaudi, c'est aller consulter les registres du cimetière de Thiers, par exemple, où il y avait on appelle ça le cimetière des musulmans anonymes, je crois. Hein, je ne sais plus quel est le mot. Et donc, on a compté les cadavres repêchés, un certain nombre. Il y en a qui n'ont jamais probablement été repêchés. Voilà. Alors, après, tu sais, tous les morts de 17 octobre ne sont pas morts, n'ont pas été jetés dans les cours d'eau. Il y en a qu'on a ramassés dans le bois de Vincennes, sur les boulevards. Il y a des corps qui ont probablement été emportés dans les bidonvilles par des Algériens pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des autorités. Il y a des gens qui sont morts des suites de leurs blessures sans qu'on le sache. Quand les gens étaient hospitalisés, ils essayaient de faire en sorte qu'on ne sache pas qu'ils venaient de la manifestation, parce que la police venait chercher les gens dans les hôpitaux pour les emmener. Tu vois? Donc, il est arrivé toutes sortes de choses, ce qui fait que même pour un massacre commis en France, où il y a quand même un certain nombre d'instances de contrôle existantes par rapport aux territoires coloniaux, eh bien, le bilan exact du 17 octobre, comme le bilan exact du nombre de disparus de la bataille d'Alger, ou le bilan exact des morts de la guerre du Cameroun ou de celui de Madagascar, on ne le connaît pas, et tout a été fait. La situation coloniale des morts, le statut de colonisé des morts, fait qu'ils sont restés indénombrables avec exactitude. On ne saura jamais exactement. Et donc, sur le 17 octobre, il y a eu au minimum, il y a une bonne centaine de morts des mains de la police, certains, pour la journée du 17 octobre. Pour la période, c'est beaucoup plus, parce qu'en fait, on a commencé à ramasser des corps dans les canaux dès le mois de septembre 1961. Hein, voilà. Donc les historiens qui ont écrit le livre de référence sur le 17 octobre, qui sont Jim House et Neil McMaster, il y a une réédition en poche, c'est vraiment voilà, il y a deux. Sur Charonne, il y a le livre d'Alain de Verpe, qui est en poche aussi, qui est vraiment le livre de référence. Et sur le 17 octobre, aujourd'hui, c'est le livre de Jim House et Neil McMaster, qui vient de sortir en poche cette année aussi. Et eux, ils montrent bien que le 17 octobre, ça n'est qu'un pic de mortalité, hein, dans une période de terreur d'État, c'est le mot qu'ils emploient, qui s'exerce en région parisienne sur les Algériens pendant plusieurs mois. Hein, voilà. Donc avec tout au long des morts qui sont très difficilement identifiables avec certitude, hein, par définition, puisqu'on a tout fait pour dissimuler la cause de leur mort, quoi. Bon. Et je crois, moi, là-dessus, que c'est une politique extrêmement délibérée. C'est-à-dire, on ne parvient pas à savoir, parce que ce sont des gens qui ne comptent pas. Vous ne comptez pas. Donc on ne sait pas combien. Voilà. Et effectivement, comme le disait Thomas, les morts de Charonne français, ils ont eu droit à des obsèques extraordinaires. Les Algériens du 17 octobre n'ont pas eu d'obsèques, hein, n'ont pas eu du tout. Parce que c'était des colonisés. Hein. Juste un petit truc. Sur les réactions à octobre 61, j'ai travaillé sur le témoignage d'une militante communiste de Renaud Billancourt, Claire Benoît, que tu t'as peut-être déjà rencontré, et qui, elle, parle de manifestations qui ont lieu à Nanterre dans les jours qui suivent, qui sortent des usines Renault, qui sortent des quartiers ouvriers de Nanterre. Donc, il y a eu des réactions, il y a même eu des petites grèves organisées par des militants de la CGT. Je crois que je l'ai rencontré au siège au Maltais Rouge, là,
Elle n'est pas en lien avec le PSU, cette dame, je ne sais plus. Il y avait un couple de militants CGT. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et eux ont organisé des actions de solidarité, parce qu'effectivement, au lendemain du 17 octobre, il y a un grand nombre d'Algériens qui n'étaient plus là sur les chaînes, ils avaient disparu. Ils avaient été convoqués comme témoins, justement pas. Enfin, le FLN leur avait demandé de venir être témoins de la manifestation. Voilà, oui. Eux, ils font partie de ces militants anticolonialistes à qui on avait demandé de témoigner d'éventuelles violences policières, qu'on savait probables, mais qu'on ne pouvait pas imaginer à ce degré. Alors, il faut faire une remarque encore, c'est que tout au long de l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, chaque fois que le FLN a tenté d'utiliser un autre moyen que l'action armée et le terrorisme par la pose de bombes, quand il a tenté d'utiliser des moyens d'action dits démocratiques, de masse, tels que la grève des 8 jours, qu'il appelle en 1957 à Alger, et dans toute l'Algérie et en France aussi, qui a été massivement suivie et brisée avec une violence extraordinaire, c'est le début de la bataille d'Alger, et la bataille d'Alger, elle est déclenchée pour empêcher la réussite de la grève générale appelée par le FLN. C'est ça le vrai motif. Parce qu'il y a une session de l'ONU qui suit, et qu'il ne faut absolument pas que le FLN puisse démontrer son audience qui est déjà considérable dans la population algérienne. Donc le premier boulot de Massu, il le dit d'ailleurs, c'est de briser la grève. Et ils le font en 24 heures, en raflant tout ce qu'ils peuvent. Ils arrêtent même les gens simplement sur fiche de police. Il suffit d'avoir été fiché 3 ans avant comme militant nationaliste, on se fait embarquer, enfermer dans un camp. Ils en arrêtent un stock déjà considérable qui torture, qui leur permet de trouver d'autres informations, etc. La grève des 8 jours, la manifestation de Paris, qui est le choix de faire appel à une démonstration de masse en utilisant un moyen pacifique, normal dans un régime démocratique. Alors là, on leur tombe dessus avec une violence inouïe parce que c'est absolument insupportable pour le pouvoir colonial de voir les masses colonisées s'exprimer. C'est la pire des obscénités pour eux. On sent bien quand on lit Maurice Papon et ses adjoints qu'ils disent mais on ne pouvait pas laisser les hordes d'Algériens manifester sous les fenêtres du général de Gaulle, dans les beaux quartiers de Paris. Pour eux, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir d'expression politique et qui ne peuvent pas surgir comme ça dans l'espace public, politique, symbolique, le cœur de français. Donc il y a vraiment une volonté de les renvoyer dans les marges où ils doivent rester. D'ailleurs, vous savez, quand Zemmour a réagi au communiqué de Macron dont je parlais, parce que dans le communiqué de Macron, je n'ai pas dit qu'il y a première idée fausse, c'est que le couvre-feu était légal. Il y a une deuxième idée fausse, c'est que... il y a une deuxième idée sur laquelle on insiste lourdement, c'est que la manifestation des Algériens, elle était interdite. En réalité, toute manifestation était interdite à cette époque-là. Mais c'est une façon de dire, finalement, si vous étiez resté dans vos bidonvilles, il ne vous serait rien arrivé. Et ça n'a pas échappé à Zemmour, qui lui l'a dit comme ça. Alors c'est évidemment pas dit comme ça dans le communiqué de Macron, mais ça, c'est la vision policière qui continue à prévaloir. Et j'ai oublié de vous dire que le lendemain matin, le 17 octobre, on a eu la stupéfaction de voir le préfet l'Allemand se rendre sur le pont Saint-Michel pour déposer une gerbe en silence avec 4 types au garde à vous, sans dire un mot non plus. Alors effectivement, le communiqué lui allait très bien au préfet l'Allemand, parce qu'il n'était pas question de police, de racisme policier, etc., même pas de préfecture de police, donc il a pu aller déposer une gerbe. Et j'ajoute pour terminer que l'après-midi, il y avait la grande manifestation qui a lieu tous les 17 octobre et qui était particulièrement nombreuse pour le 60e anniversaire pour la reconnaissance d'un crime d'État. J'y étais. On a été bloqué à l'entrée, au bord de la place du Châtelet, à l'entrée. On n'a pas pu faire ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire jeter des fleurs dans la Seine en mémoire des morts du 17 octobre. Ça avait été fait par le préfet Papon, l'Allemand, le matin même. C'est énorme quand même comme histoire. Voilà. Je voudrais juste dire que si mon souvenir est exact, mais j'en suis pas sûre parce que ça fait très très longtemps quand même, pour le 17 octobre 61, le FLN avait certes mobilisé un certain nombre de militants français qui étaient très liés au FLN et à qui il avait demandé d'être éventuellement là comme témoins, mais dans les organisations de masse qui soutenaient, comme par exemple l'UNEF ou un certain nombre de mouvements, il avait demandé qu'il n'y ait pas de soutien. C'est mon souvenir, et j'en suis pas absolument sûr. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est des négociations entre le PCF
et le FLN après l'instauration du couvre-feu, qui n'ont pas abouti, où il était question d'une réaction commune contre le couvre-feu. Et ça, c'est quand même un point tout à fait clé, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le Parti communiste et donc la CGT à l'époque, puisque les deux organisations sont complètement liées à ce moment-là, ne sont pas encore très clairs sur la revendication, en tout cas ne soutiennent pas le FLN, ont mis beaucoup de temps à soutenir la revendication d'indépendance. Le PCF réclamait la paix en Algérie, ce qui n'était pas la même chose que l'indépendance de l'Algérie du FLN, pas du tout. Et que donc il y avait les relations entre la Fédération de France du FLN et le Parti communiste étaient exécrables. Elles étaient extrêmement tendues. Et voilà, et là c'est un état de fait. Oui, mais attends, là les organisations dont je parle, c'est pas le PC. Non, l'UNEF, oui, l'UNEF, c'est l'UNEF, c'est la CFTC qui venait de faire une manifestation à la Mutualité, je me souviens plus de la date. Ça c'est après le 17 octobre, la manif à la Mutualité de l'UNEF. Tu crois ? Oui. C'est juste après. En tout cas, il y avait des organisations plus ou moins... alors, la CFTC, à l'époque, qui était encore une centrale catholique, donc ces chrétiens progressistes dont je parlais, et puis l'UNEF, qui avait fait le seul geste vraiment marquant à l'époque, puisqu'ils avaient reconnu l'UGMA, c'est-à-dire le syndicat des étudiants algériens. Qui était lié au FLN. Qui était lié au FLN, et les reconnaître en tant qu'organisation syndicale étudiante séparée de la France, c'était reconnaître leur indépendance. Bien sûr, donc l'UNEF avait reconnu l'UGMA. Moi c'est par le canot de l'UNEF que j'avais entendu parler de ça, et au niveau de l'UNEF, le mot d'ordre qui circulait, c'était de ne pas y aller, parce que le FLN voulait que ce soit une organisation de manifestation sur la question du couvre-feu et exclusivement de la population soumise au couvre-feu. Et puis, ils avaient aussi le sentiment, j'imagine, que c'était plus facile pour eux de le contrôler que s'il y avait eu d'autres organisations. Mais je ne faisais pas du tout allusion au PC. Le PC était clairement... Moi, j'étais à l'époque à l'Union des étudiants communistes, et l'Union des étudiants communistes était entrée en contradiction et en opposition ouverte au PC sur la question de l'Algérie. C'est-à-dire l'UEC se battait sur la question de l'indépendance de l'Algérie, alors que le PC n'a jamais réclamé l'indépendance de l'Algérie. C'était paix en Algérie. Oui, de fait. Mais au niveau du milieu étudiant, c'était quand même très mobilisé, relativement. Pour faire le pont avec la situation aujourd'hui et par exemple les positions des organisations de gauche, au sens le plus large possible françaises, sur la question du racisme et de l'islamophobie, il faut se rendre compte que, alors pour le mouvement socialiste, jamais le Parti socialiste d'aujourd'hui n'a fait le moindre inventaire de son passé qui est catastrophique. Les responsables du basculement de la guerre d'Algérie dans la terreur en 1957, c'est la SFIO de Guy Mollet et Robert Lacoste. Et je ne parle que de l'Algérie, il y aurait d'autres choses à évoquer. Le passé du Parti communiste français par rapport... Alors, il était extrêmement anticolonialiste à l'époque de la guerre d'Indochine, oui. Mais sur l'Algérie, il n'a jamais, effectivement, défendu l'idée d'indépendance. Et il a toujours eu, ensuite aussi également, les organisations syndicales. Quand tu parles du mouvement des travailleurs arabes dans les années 70, il a bien du mal à recevoir, les travailleurs maghrébins en France ont bien du mal à recevoir le soutien lorsqu'ils veulent protester contre le racisme, par exemple, des organisations syndicales françaises, et de la CGT en particulier. Et il y a donc toute une histoire là qui est faite maintenant par petits bouts dans un certain nombre de travaux, notamment, je crois, par Rachida Brahim, d'ailleurs, que vous aurez la chance de voir le mois prochain, n'est-ce pas ? Bon. Qui montre bien que les positions actuelles, qui sont parfois franchement islamophobes ou plutôt voilà, sur cette question-là, dans une partie de la gauche française, la gauche valsiste, etc., elles sont à mettre en relation avec un héritage
colonial qui n'a jamais été examiné, remis en cause, analysé. Jamais. Moi, j'entendais l'autre jour Hidalgo réagir sur la colonisation. Alors, on disait, ouais, alors, le président Macron a dit que c'était un crime contre l'humanité. Alors, oh là là, comment on peut dire une chose comme ça? Bon, on voit bien que c'est le néant total là-dessus. Et il y a un rapport entre les deux choses, hein, entre leur position d'aujourd'hui et cet aveuglement sur leur propre histoire. Bon. Pour moi, la date fondamentale, c'est effectivement sur l'évolution du parti de la SFIO et du Parti socialiste aujourd'hui, c'est effectivement là qu'elle se situe. C'est-à-dire en 1956, le gouvernement de Mollet, enfin le gouvernement où Mollet va être secrétaire général, va être président du Conseil, est élu, il faut le savoir, il est élu sur une campagne de la paix en Algérie. Front républicain. Le Front républicain est élu sur le thème de la paix en Algérie en 56, en janvier ou février 56. Et arrivé au pouvoir, c'est les pouvoirs spéciaux à l'armée. C'est le contingent, c'est l'envoi du contingent. Et l'envoi du contingent. Au mois de mars, ils votent. C'est-à-dire, comment? Avec le Parti communiste qui vote pour. Oui, Qui vote pour. C'est le basculement dans la guerre. Et de ça, on ne se relève pas. Moi, je crois. Alors, il est 17h, on va devoir clore la discussion. Nous, sans vous avoir transmis quelques informations, alors on a 6 exemplaires du livre de Fabrice Risseputi dont on a discuté ici le contenu. Donc, il est en vente à 15 € au lieu de 18 € prix dans les librairies. Donc, allez-y, c'est pour les 6 premiers. Ensuite, prochain événement de l'atelier d'histoire critique, ici même, le samedi 2 avril, donc Rachida Brahim, sociologue, qui nous présentera son ouvrage La race tue 2 fois, une histoire des crimes racistes en France 1970-2000, qui est paru aux éditions Sileps l'année dernière. Et enfin, pour rester au contact de l'atelier d'histoire critique et de ses activités, vous avez 2 solutions. Soit vous êtes sur Facebook et vous allez liker notre page Atelier d'histoire critique, soit vous venez nous voir et vous donnez votre adresse mail et promis, on ne pratique pas le spam, on envoie un mail avant chaque rencontre pour vous tenir au courant de nos activités. Donc si vous voulez être tenu au courant de nos prochains rendez-vous, n'hésitez pas par un de ces 2 canaux. Merci encore à nos 2 intervenants. Et moi, Et la semaine prochaine... voilà, et moi je voulais vous dire que Marseille 73 sort en édition de poche le 11 mars. Voilà. Merci. Merci à vous.